La première histoire, mes amis, vous allez voir, elle est super glauque et super chelou. C'est une mécanique qu'on n'a encore jamais eue sur la chaîne, donc ça fait un petit peu de nouveau. Et tout se passe à Noël. Sarah, dans sa vie, elle a tout pour être heureuse. Elle a une famille qui est en or, elle a des amis qui sont super sympas, elle a la santé, elle a un bon job, et elle nous raconte que cette année, c'est à elle d'organiser les fêtes de Noël. Et oui, je sais pas comment vous vous organisez dans votre famille, mais nous, par exemple, chez moi, chaque année, c'est quelqu'un qui fait le repas. Donc une personne différente chaque année. Eh bien, chez notre amie Sarah, c'est exactement pareil, et cette année, c'est elle qui doit se mettre à la tâche. Pour cela, notre amie Sarah nous raconte qu'elle s'y met quelques semaines avant, histoire de préparer tous les ingrédients, de commander, d'avoir assez de quantité, histoire que le jour J, il ne lui manque rien du tout. Pendant plusieurs jours, elle nous raconte qu'elle cherche à gauche à droite pour préparer son repas, elle trouve enfin l'idée, elle commande les ingrédients, elle commande les bonnes quantités, et ben pendant ce temps-là, elle continue de travailler, tout se passe bien au job. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle passe de bonnes soirées, et en gros, ben tout va bien. Un jour, Sarah se réveille, elle prend son petit déjeuner, elle part au travail et pendant toute la journée, eh bien, elle effectue ses tâches. Mais arrivé 18h, lorsqu'elle s'apprête à quitter son lieu de travail, notre amie reçoit une notification sur son téléphone portable. Et oui, je vous l'ai pas forcément dit, Sarah, elle habite dans une très grande maison toute seule et cette même maison est protégée par des caméras de surveillance. Et justement, la notification qu'elle reçoit sur son téléphone, elle aurait bien aimé qu'elle provienne d'Instagram, mais malheureusement, c'est l'application des caméras de surveillance qui lui indique que quelqu'un est entré par effraction dans sa maison. Bon, Sarah, ça lui encore jamais arrivé, elle commence un petit peu à paniquer, elle active la caméra pour voir sur son téléphone en direct et elle sélectionne les différentes caméras, mais il n'y a rien du tout. Bon, alors il peut y avoir une explication rationnelle à tout ça, c'est qu'il y a soit une poussière, soit une toile d'araignée qui est passée devant le détecteur et qui l'a déclenché. Pourquoi est-ce que j'ai cette théorie? Tout simplement parce que j'en ai moi-même fait l'expérience. Une fois, notre système de surveillance s'est activé lorsqu'il y avait une toile d'araignée qui passait devant, et c'est tellement sensible que ça a sonné dans toute la maison. Donc probablement que notre amie Sarah, c'est exactement ce qu'elle est en train de vivre. Elle ne voit rien ni personne sur les vidéos. Elle regarde quand même attentivement, une ou deux fois, elle voit qu'il n'y a rien, elle va dans sa voiture et elle rentre à la maison. La première chose qu'elle fait en arrivant, c'est de verrouiller sa porte, de se diriger vers le détecteur, et évidemment, elle voit qu'il y a une très grosse toile d'araignée juste devant. Ouf, elle est rassurée, elle se dit voilà, ce n'est personne, c'est une simple araignée qui a fait son petit nid, sa petite toile devant, ça a déclenché le système, donc je n'ai rien à craindre. Tout est bien qui finit bien, Sarah elle continue sa soirée, elle se fait un bon petit plat, elle se met devant la télévision, elle regarde une petite émission sur Netflix et au bout d'un moment, elle s'endort. L'histoire reprend le jour J lorsque Sarah, ce soir, va recevoir toute sa famille pour fêter Noël et pendant toute la journée, sa seule occupation, c'est de préparer le repas. Mais à un moment, vers 15h, Sarah se rend compte qu'il lui manque deux petits ingrédients pour le dessert, elle décide d'enlever son tablier, de prendre la voiture et de se rendre au centre commercial le plus proche pour aller les acheter. Une fois arrivée là-bas, elle fait ses deux petites courses, lorsque tout à coup, son téléphone se met à sonner. À nouveau, elle le regarde, elle pensait que c'était une notification d'Instagram qui lui dit que quelqu'un a aimé sa nouvelle photo, mais malheureusement, c'est le système d'alarme de chez elle qui se remet en route. Donc le système de surveillance a détecté quelque chose. Bon, Sarah, le stress, il commence un peu à l'envahir à nouveau parce qu'elle se souvient quand elle était au travail, ça s'était déjà déclenché à cause d'une toile d'araignée, mais quand même. Là, elle se dit, bon, la dernière fois, j'ai quand même passé un bon coup de plumeau, un bon coup de nettoyage par-dessus, donc ça devrait être assez propre. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'araignée. Donc là, c'est un peu inquiétant. Elle ouvre son téléphone, elle regarde la vidéosurveillance, et là, elle se décompose lorsqu'elle voit qu'il y a bel et bien quelqu'un qui est chez elle. Cette personne est masquée, elle est vêtue tout de noir, et malheureusement, on ne voit pas son visage. Sarah, le premier réflexe qu'elle a, c'est de prendre des captures d'écran le plus possible pour avoir des images. Et là, ce qu'elle remarque, c'est que cette personne semble vouloir sortir de chez elle. Donc en gros, elle est en train de partir. Bon, Sarah, elle quitte l'application et elle compose le numéro de la police. Là, l'officier, elle explique absolument tout ce qui vient de se passer. Donc en gros, il y a une personne qui n'est pas censée être chez elle, qui est dans sa maison, qui semble être sortie, mais il faut quand même intervenir. La police envoie évidemment une patrouille, Sarah rentre chez elle, et une fois qu'elle arrive à sa maison, elle voit qu'il y a plein de policiers qui sont en train de la fouiller. Un agent s'approche d'elle et il lui dit « Écoutez madame, on n'a rien vu, on a juste vu une ou deux empreintes qu'on va pouvoir utiliser pour trouver la personne. Il faut que vous veniez avec nous à l'intérieur pour nous dire s'il y a des choses qui ont été volées ou quoi, pour qu'on puisse peut-être porter plainte. » Sarah s'exécute, elle regarde partout dans la maison et elle voit qu'il n'y a absolument rien qui a été volé. Pourtant, sur un des meubles, il y avait quelques billets, sur l'autre, il y avait un ou deux bijoux, donc elle se dit « Mais c'est bizarre, une personne qui vient chez nous, en principe, c'est pour nous cambrioler. » Là, il y avait des objets de valeur juste devant ses yeux. Et la personne n'a rien pris. Bon, bizarre, tant mieux, j'ai envie de dire, elle n'a rien perdu, elle n'a rien de cassé dans sa maison. Les officiers
quitte le domicile et Sarah peut continuer sa soirée. Elle n'est pas très tranquille, mais ça va. Malheureusement, l'arrivée des invités a été un petit peu retardée à cause de tous ces événements, mais la fête a quand même eu lieu. Sarah, ça lui tenait beaucoup trop à cœur d'inviter sa famille pour fêter Noël avec eux et elle a quand même maintenu le repas. Mais au lieu d'arriver à 19h, ils sont arrivés à 21h. Bref, pendant toute la soirée, Sarah nous raconte que l'ambiance est tellement incroyable, elle est tellement chaleureuse et magique que ça lui fait oublier tous ses problèmes. Donc tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ces histoires de cambrioleurs qui ne cambriolent rien, elle a oublié. Après le repas, bien évidemment, vient le meilleur moment de Noël, la remise des cadeaux. Toute la petite famille s'approche du sapin, ils commencent à distribuer les cadeaux, et une fois que tout le monde a reçu les siens, ils commencent à les déballer, lorsque Sarah remarque un petit détail. Sous le sapin, il y a un cadeau qui n'est pas déballé, qui n'est pas attribué, et elle interrompt un petit peu la fête, elle dit « Écoutez-moi, il y a un cadeau qui est sous le sapin, à qui est-ce qu'il est, à qui est-ce qu'il est destiné ?» Et là, personne ne lève la main. Bon, Sarah, elle répète, elle dit « Écoutez, il y a un cadeau, il est jaune, est-ce que c'est à l'un d'entre vous, et surtout, à qui est-ce que je dois le donner ?» Et à nouveau, aucune réponse. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu chelou, Sarah, elle vérifie que tout le monde a bien entendu, et c'est le cas. Tout le monde a bien entendu, plus personne ne parle. Et Sarah, elle se dit, mais c'est pas non plus mon cadeau, ce n'est pas le vôtre. Qui est-ce qui l'a amené et à qui est-ce qu'il est destiné? Elle décide de le prendre dans les mains, elle regarde un petit peu autour et derrière, elle voit qu'il est écrit pour Sarah. Bon, là, elle se dit, ok, quelqu'un me fait un cadeau parmi vous, vous voulez pas dire qui c'est. Elle pense que c'est une blague au début. Elle se dit, bon, je vais aller me poser sur le canapé, je vais l'ouvrir. Et là, tout le monde est en train de la fixer. Elle déchire le papier cadeau et à l'intérieur, elle voit quelque chose de très glauque. À l'intérieur du paquet, il y a une sorte de poupée qui fait hyper flipper. Il y a une petite photo qui est imprimée sur du papier assez ancien. Et je sais pas si c'est la chose la plus glauque, mais sur la poupée, il y a des traces d'un liquide très sec qui semble être rouge foncé. Et Sarah, lorsqu'elle voit ça, elle lâche le paquet et elle est complètement pétrifiée. Là, l'ensemble de sa famille a vu ce qu'il y avait dans le paquet, personne ne comprend. Sarah, il n'y a aucun mot qui sort de sa bouche tellement elle a peur, tellement elle est en état de choc. Et là, elle ne sait juste pas quoi faire. Elle se dit, ça peut pas être un membre de ma famille qui m'a offert ce cadeau parce que c'est pas des tarés au point de m'offrir une poupée avec probablement du sang humain. Et sur la photo, il n'y a pas un joli petit chat, c'est une scène de meurtre. Là, l'ambiance de la fête de Noël change radicalement. Sarah, elle ne parle plus et un membre de sa famille dit il faudrait peut-être qu'on appelle la police pour pouvoir vérifier le liquide qu'il y a sur cette poupée. Est-ce que c'est réellement du sang? À qui est-ce qu'il appartient? Est-ce que la photo est vraie? Est-ce que c'est un montage? On ne sait pas, mais pour la deuxième fois de la journée, Sarah rappelle la police et une patrouille arrive quelques minutes plus tard. Là, les officiers prennent la situation très au sérieux et Sarah leur donne un élément qui va beaucoup les aider. Elle leur dit, écoutez, aujourd'hui, je vous ai appelé, donc c'est vos collègues qui sont venus, parce que vous n'étiez pas là, il me semble, et vous êtes venus pour un cambriolage. En gros, il y avait une personne qui est entrée dans ma maison, qui n'a pas fait grand-chose, et moi, quand je l'ai vu sur les caméras de surveillance, il était en train de partir. Elle leur dit aussi que voilà, on vient de fêter Noël, on était en train de se donner les cadeaux, on a vu qu'il y avait un cadeau qui était à personne et non attribué sous le sapin, je l'ai ouvert, et voici les objets que j'ai trouvés dedans. Au moment où elle dit ça, il y a un des officiers qui semble avoir un déclic, en gros tout s'assemble. Il dit, mais madame, si ce cadeau n'a pas été offert par votre famille, par un membre qui est présent aujourd'hui, c'est probablement ce pseudo-cambrioleur qui est venu chez vous, et peut-être qu'il n'est pas venu dans l'optique de cambrioler, de se faire de l'argent, mais plutôt pour volontairement vous poser ce paquet. À ce moment-là, l'ambiance qu'il y a dans la salle, je vous laisse imaginer, elle est glaciale et terrifiante. Sarah se décompose, elle se met à pleurer, elle se dit mais quel malade mental pourrait venir poser un tel paquet le soir de Noël? Faut être complètement fou, surtout quand on voit ce qu'il contient. La police lui dit écoutez, on va embarquer tout ça, on va essayer d'analyser, si on a des nouvelles, on vous contacte et voilà, on vous tient au courant. Autant vous dire qu'après ces événements, la soirée est terminée, tout le monde rentre chez soi, mais le frère de Sarah reste dormir chez elle pour un petit peu la soutenir émotionnellement et faire en sorte qu'elle ne se sente pas toute seule et en danger. La police a quand même mis une sorte de protection, une surveillance autour de chez elle pour que voilà, ce mec ne revienne pas. Et pendant les jours qui suivent, tout se passe à peu près normalement, à un détail près, c'est que Sarah n'a plus de nouvelles de sa meilleure amie. Bon, là, elle s'inquiète un petit peu, mais au bout d'une semaine, elle se dit, je vais quand même essayer de la contacter, parce que voilà, je vais essayer de l'appeler, peut-être d'appeler ses parents, d'appeler son frère, d'appeler son copain, pour qu'il me donne des nouvelles. Mais malheureusement, la meilleure amie de Sarah est introuvable. Même sa famille n'a pas de nouvelles, que ce soit son copain, ses frères et sœurs ou sa mère, et ils ont tous
un mauvais pressentiment, il est peut-être arrivé quelque chose à la meilleure amie de Sarah. Donc ajouter ça au cadeau qu'elle a reçu à Noël, ça fait quand même beaucoup. Lorsqu'un fameux jour, la police appelle Sarah et la nouvelle qu'ils vont lui annoncer va la détruire à tout jamais. Sa meilleure amie, elle n'est malheureusement pas prête de la revoir car celle-ci a été assassinée et malheureusement le cadeau qu'elle a reçu chez elle, il est fortement lié à cette histoire. Car en réalité, le liquide qu'il y a sur la poupée, c'est le sang qui appartient à sa meilleure amie. Et sur la photo, c'est également elle qui est couchée au sol, sans vie. Lorsque Sarah apprend ça, elle s'écroule par terre. Elle n'arrive même plus à parler, elle a du mal à respirer. Elle est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Son frère qui est à ses côtés ne sait juste pas comment réagir. Et à partir de ce jour-là, Sarah nous raconte qu'elle n'a jamais réussi à remonter la pente. Aujourd'hui, ça va légèrement mieux parce que ça s'est passé il y a quelques années en arrière, mais elle ne l'oubliera jamais cette histoire. Et personnellement, je comprends tout à fait. Comment voulez-vous oublier une telle histoire quand ça implique votre meilleur ami? C'est même pas votre meilleur ami, c'est carrément un membre de la famille. C'est juste complètement abominable. Aujourd'hui, on n'a pas plus de nouvelles concernant Sarah, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle a fait suite à ça. Et c'est là où j'aimerais vous mettre en garde, prenez cette histoire avec des pincettes, on n'a pas beaucoup d'infos concernant la suite. Ça peut laisser sous-entendre que cette histoire n'est pas réelle. Je l'ai trouvé sur un forum, donc qui vous dit que c'est pas quelqu'un qui l'a écrit pour faire une blague? Ça, on ne saura jamais. J'espère que cette première histoire vous a plu et je vous propose de passer directement à la deuxième. Pour comprendre l'histoire de Laura, il est nécessaire de revenir un petit peu en arrière. Il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, Laura nous raconte qu'elle habitait avec ses parents. Elle était très jeune et apparemment à la maison, tout se passait à merveille. Mais malheureusement, la vie de Laura a tragiquement basculé un soir d'Halloween. Lorsque la famille célébrait Halloween chez eux, quelqu'un est entré et a assassiné ses deux parents. Laura, elle se souvient exactement du moment où tout ça s'est passé. Elle a même vu le tueur avec son masque. Et oui, la particularité de tout ça, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le tueur parce qu'il avait un masque. À l'époque, les techniques d'ADN, etc., elles n'étaient pas aussi développées. Et surtout, il a fait très attention à ne pas laisser de traces. Et en fait, une fois après avoir ôté la vie des parents, il s'est approché de Laura, donc elle était toute petite. Il était avec son masque, il l'a regardée et il est parti. À partir de là, c'est le trou noir complet pour Laura, elle ne se souvient plus de rien. Et apparemment, les années qui suivent, elle a commencé à vivre avec sa tante. Et elle a pu reconstruire petit à petit sa vie. Mais elle nous raconte que c'est quand même quelque chose qui l'a traumatisée. Et franchement, il y a de quoi l'être. Au moment où se passe cette histoire, Laura nous raconte qu'elle a réussi à remonter la pente. Elle a trouvé un mari qui est juste hyper cool. Et au-delà de ça, elle nous raconte qu'elle a une petite surprise à nous annoncer. D'ici quelques toutes petites semaines, Laura va devenir maman. C'est un événement qu'elle attendait depuis le début de sa vie, vraiment, elle avait qu'une hâte, c'était de devenir mère. Et de pouvoir devenir parent avec l'homme de sa vie, c'est juste un truc incroyable à vivre. Et d'ailleurs, cette histoire, elle se passe quelques toutes petites semaines après que Laura ait accouché. Alors, elle nous rassure, tout s'est extrêmement bien passé, le bébé est en pleine forme, c'est une petite fille, le papa il va bien aussi, la maman aussi, donc finalement, ils sont les plus heureux. Pendant plusieurs mois, Laura et son mari ainsi que la petite fille se portent à merveille. Ils sont les plus heureux au milieu de leur petite maison. Et justement, l'histoire commence réellement un soir d'Halloween. Bon, ce soir, Laura, elle a envie de fêter, elle a envie de profiter de cette ambiance qu'elle aime tant. Et elle propose à son mari de rester à la maison, de préparer un bon petit repas, d'inviter un ou deux amis proches et de vraiment fêter ensemble. Son mari est super chaud, il accepte avec grand plaisir. Et pendant la journée, il nous raconte qu'ils vont faire 2-3 courses. Ils en profitent évidemment pour acheter 2-3 décorations qu'ils rajouteront au fur et à mesure dans la maison. Mais globalement, c'est juste fait pour avoir assez de nourriture pour que tout le monde mange à sa faim. Vers 17 h, le couple rentre, il commence à préparer le repas. Lorsque Laura se rend compte qu'ils ont oublié un ingrédient et qu'il est absolument indispensable. Elle demande donc à son mari s'il peut aller faire une petite course à la station-service du village. Celui-ci accepte sans aucun souci, il prend la voiture et il part. Bon, malgré tout, Laura continue de faire à manger, son bébé est à côté d'elle avec sa petite chaise. Les invités sont censés arriver d'ici 1h30 lorsque tout à coup, quelqu'un sonne à la porte. Bon, Laura, à part ses amis qui doivent venir manger, elle n'attend personne. Elle pose les ustensiles qu'elle a dans les mains et elle s'approche de la porte d'entrée. Une fois les clés trouvées, elle pose sa main sur la poignée, elle l'ouvre et là, elle pousse un énorme cri. On n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Laura va dans la cuisine, elle se munit d'un couteau, elle retourne vers la porte d'entrée et là, elle agresse la personne qui est juste derrière la porte. Là, ce qui est en train de se passer est hyper chaud, c'est hyper grave parce que Laura vient de poignarder quelqu'un. Une fois qu'elle se rend compte de ce qu'elle a fait, elle rentre chez elle, elle verrouille la porte, elle saisit son téléphone et elle appelle son mari. Il répond, elle lui demande de revenir immédiatement à la maison. C'est ce qu'il fait et lorsqu'il arrive, il voit une personne qui est par terre. Sa femme, donc Laura, est en train de pleurer, elle est en train de trembler. Il la prend dans ses bras et lui demande « Mais
qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Laura lui raconte ce qui s'est réellement passé, tout prend du sens. En fait, elle lui explique qu'elle a vu une personne derrière la porte avec un masque. Et ce masque, c'était le même masque que la personne portait lorsqu'il a assassiné ses parents quand elle était toute petite. Donc vous imaginez le trauma qu'elle a eu lorsqu'elle était toute jeune, et là, revoir le même masque, sachant qu'en plus ils n'ont pas arrêté l'assassin, donc dans sa tête elle s'est dit forcément c'est lui, il est revenu pour finir ce qu'il avait commencé, et bien logiquement s'en prendre à moi et à ma petite fille. En plus elle s'est dit, ben mon mari vient de partir, peut-être qu'il était en train d'attendre devant la maison, donc il a attendu qu'il parte avec sa voiture pour savoir que moi je suis seul avec mon enfant. Donc c'est toute une histoire complètement what the fuck, et quelques minutes après, une ambulance arrive. Là, ils prennent en charge la personne qui a reçu les coups. Elle est encore à moitié consciente, c'est assez chaud. On apprendra par la suite qu'elle s'en est sortie, et lorsque vous allez savoir de qui il s'agit, vous allez complètement bader. En fait, c'était un des meilleurs potes de Laura qui venait lui faire une blague, mais le masque, en réalité, il s'agit bel et bien du même masque qui a été utilisé pour assassiner ses parents à elle. Et une fois que la personne à qui elle a mis les coups s'est rétablie, elle a commencé à parler parce que les enquêteurs lui ont demandé « Mais où avez-vous eu ce masque? Où est-ce que vous l'avez trouvé ?» Et là, la personne a dit qu'apparemment, quelqu'un a posé ce masque dans sa boîte aux lettres avec une petite lettre qui disait « Allez faire peur à Laura avec ça, elle va aimer. » Donc bon, la personne n'est pas très fut-fut, elle aurait pu envoyer un message à Laura pour demander c'est quoi ce masque. Elle a décidé de croire la lettre et de vraiment aller faire peur à Laura avec ça. Sauf que lui, il n'était pas du tout au courant de son histoire, comme quoi ses parents avaient été assassinés par une personne qui portait ce même masque. Donc là, on peut se dire que la personne qui a posé le masque dans la boîte aux lettres de son pote, c'est très probablement le tueur lui-même. C'est ici que l'histoire s'arrête, on n'a malheureusement pas plus de détails, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je l'ai trouvé super glauque, on peut imaginer que c'est une fiction parce qu'on n'a pas de détails concernant la vie de Laura après ces faits. C'est Marie qui nous la raconte, et à l'époque des faits, elle a 25 ans. Elle habite toute seule dans sa petite maison de campagne, et Marie, elle nous raconte un petit détail qui va donner beaucoup de sens à toute cette histoire. Effectivement, Marie nous raconte que sa vie amoureuse n'est pas un long fleuve très tranquille. En effet, elle a eu quelques relations très toxiques avec des gens très toxique, et il y a une relation en particulier qui l'a beaucoup marqué. La personne avec qui elle partageait sa vie à ce moment-là, elle était complètement cinglée, c'était complètement un malade, et il était carrément violent avec. Un beau jour, notre amie Marie en a eu marre, elle lui a dit au revoir, et elle ne l'a plus jamais revue. Aujourd'hui, on est super content pour elle parce qu'elle a pu remonter la pente gentiment, et actuellement, elle vit dans une superbe maison avec son chat, et tout va bien. D'ailleurs, mes amis, si vous-même vous êtes dans une relation qui est très toxique avec quelqu'un qui est même violent, je vous en supplie, barrez-vous le plus possible, avertissez quelqu'un, demandez de l'aide, mais ne restez pas parce que généralement, ça finit très mal. Donc je compte sur vous pour vous barrer. Un fameux soir, Marie rentre du travail, elle se pose tranquillement dans son salon, elle regarde une petite émission. Au bout d'une heure, elle se dit bon, j'ai quand même un petit peu faim, j'ai pas mangé grand-chose aujourd'hui. Elle va dans la cuisine, elle se fait ses meilleures pâtes et elle va les déguster devant la télévision. Au bout de quelques minutes seulement, son repas et sa série sont interrompus parce que le téléphone de la maison est en train de sonner. Bon, bah déjà Marie, elle fait partie des rares personnes qui ont encore un téléphone fixe à la maison. Je sais pas si vous c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mais à part avoir des appels pour la pub, je vois pas à quoi ça sert d'autre. Et bref, elle se lève du canapé, elle saisit le téléphone, elle décroche, mais il n'y a personne. Et c'est pas l'appel qui a été annulé, c'est carrément, elle décroche, il y a en fait quelqu'un, mais à l'autre bout du fil, personne ne parle. Pourtant, la personne a bien décroché. Bon, bah Marie, elle se dit c'est tout simplement un bug de communication, peut-être qu'elle n'entend pas le son ou quoi. Elle raccroche et elle retourne au salon. Bon, bah là, la soirée se passe à merveille, elle regarde sa petite émission, son chat vient la rejoindre, et les deux s'endorment paisiblement sur le canapé. À 3h30 précisément du matin, Marie est réveillée par un étrange bruit dans la maison. Alors, elle était en train de rêver à ce moment-là, elle se dit c'est dans mon rêve, mais à la fois pas trop, donc je sais pas si vous connaissez cette sensation, c'est juste terrible. Sauf que, au bout de quelques secondes où elle a repris conscience, elle reconnaît ce bruit. Et le bruit est très commun, c'est le téléphone de la maison qui est en train de sonner. Bon, Marie, là, elle commence un petit peu à avoir des doutes, elle se dit qui peut m'appeler à 3h30 du matin? Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est une personne qui veut me faire une blague, soit c'est un appel très grave pour me dire que probablement un membre de ma famille est décédé ou qu'il a eu un accident de voiture ou peu importe. Elle court vers le téléphone, elle le saisit, elle décroche, et là, à nouveau, il n'y a personne. Du moins, elle n'entend rien. Bon, bah là, elle se dit, mon téléphone, il commence peut-être à être un petit peu cassé, il faudrait que je le change. Elle raccroche, elle va chercher son chat qui est encore sur le canapé, et les deux vont se coucher dans le lit. Marie continue sa nuit, et tout va bien. Le lendemain matin, notre amie se réveille, elle se fait un petit déjeuner, et elle s'habille. Elle prend la voiture, elle se rend au travail et là-bas, elle effectue toutes les tâches qu'elle a à faire pendant toute la journée. À 18h, elle retourne chez elle et là, son chat l'accueille avec le plus grand des plaisirs. Lorsqu'à peine arrivée chez elle,
le téléphone sonne. Marie s'empresse d'aller répondre, elle décroche et là, elle est super heureuse parce que c'est sa mère qui est à l'autre bout du fil. Elle lui raconte tout et n'importe quoi et à un moment, Marie lui dit « Mais écoute, est-ce que c'est toi qui as essayé de m'appeler hier soir parce que j'ai eu 2 fois un appel où j'entendais rien ?» Et sa mère lui dit que non, ce n'est pas elle, donc voilà, c'est sûrement un bug. Bon, ok, là, Marie, elle n'y pense pas forcément, mais elle se dit quand même, moi je pensais que c'était une erreur de mon téléphone, enfin un bug, comme quoi j'entendais pas le son, mais là si j'entends ma mère, c'est que mon téléphone fonctionne parfaitement, donc je n'ai pas besoin de le changer. Elle raccroche et elle passe sa soirée tranquillement à l'intérieur de sa maison. À nouveau, comme hier soir, elle se fait à manger, elle va déguster son petit repas devant la télévision, et la soirée jusqu'à 23h minuit, elle se passe très bien. Vers ces heures-là, Marie commence à s'endormir, lorsque soudain, le téléphone sonne. Lorsqu'elle entend la sonnerie, Marie commence un petit peu à flipper, elle fait les gros yeux parce qu'elle se dit « Ok, c'est probablement comme hier soir, je vais probablement décrocher mais je ne vais rien entendre. » Elle avance très lentement vers le téléphone parce que celui-ci continue de sonner pendant plusieurs minutes, comme si la personne attendait qu'elle décroche. Elle s'exécute, elle décroche, et là, elle n'entend pas rien, elle entend simplement quelqu'un qui respire. Là, Marie commence un petit peu à paniquer parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil, cette personne respire, elle ne dit volontairement rien et Marie, elle est là avec le téléphone à l'oreille, elle est pétrifiée, elle ne sait pas quoi dire et au bout d'1 minute, la personne à l'autre bout du fil va dire une phrase qui va absolument pétrifier notre amie Marie. Cette personne lui dit « La série que tu es en train de regarder, je l'adore. » Quand il lui dit ça, Marie ouvre grand les yeux, elle se met à trembler de tout son corps. Elle regarde autour d'elle parce qu'elle a compris que forcément, la personne est soit dehors en train de la regarder par la fenêtre ou peut-être même pire, à l'intérieur de la maison, qu'elle a la vue directe sur la télévision et que probablement notre amie Marie, elle est en danger. Elle décide de violemment raccrocher le téléphone, elle retourne au salon et la première chose qu'elle fait, c'est de prendre son chat dans les bras, d'enfiler des pantoufles et de sortir en courant de la maison. Très vite, la bonne idée qu'elle a, c'est d'aller demander de l'aide auprès d'un voisin, donc elle va sonner chez un voisin et le temps qu'il se réveille pour venir lui ouvrir, ça met un petit peu de temps. En un petit peu moins d'1 minute, celui-ci ouvre la porte, il voit Marie qui est paniquée avec son chat dans les bras, en pyjama et en pantoufles, il comprend pas trop, Marie rentre chez lui en courant et elle ferme la porte. Elle la verrouille à double tour et elle explique à son voisin ce qui est en train de se passer. Elle lui dit écoute, j'étais tranquillement chez moi, ça fait plusieurs jours que je reçois des appels d'une personne qui ne parle pas et là, il a dit qu'il adorait la série que j'étais en train de regarder à la télé, donc ça veut forcément dire qu'il est soit à l'extérieur, soit dans la maison. Son voisin est très compréhensif, il lui dit écoute, pas de souci, pose-toi sur le canapé, ton chat est super chou. Est-ce que tu veux qu'on appelle la police? Marie lui dit je pense que ça serait bien. Et c'est effectivement ce qu'ils font, ils prennent le téléphone, ils appellent le commissariat le plus proche et très vite, une patrouille est envoyée sur place. Marie, par la fenêtre, elle voit des policiers qui sont en train d'entrer chez elle, en train de fouiller, lorsque tout à coup, quelqu'un vient sonner à la porte. Pas de panique, c'est un policier qui vient lui dire que effectivement, ils ont trouvé quelque chose à l'intérieur de la maison qui va lui faire assez bizarre. En fait, Marie, dans sa maison, elle a sa chambre à elle, plus une chambre d'amis. Et dans cette fameuse chambre, il y a une armoire. Et dans cette armoire, les officiers ont trouvé des traces de pas qui semblaient être des grosses chaussures d'homme. En tout cas, pas de la taille de celle que met Marie. Et en fait, dans cette armoire, c'est comme si quelqu'un avait vécu, entre guillemets, pendant quelques heures. Et là, Marie comprend très bien ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, dans cette chambre, elle n'y va jamais, à part quand elle reçoit quelqu'un à la maison. Et en plus, les officiers ont trouvé la fenêtre de cette chambre entrouverte. Donc Marie se dit tout simplement que quelqu'un est entré par la fenêtre lorsqu'elle a oublié de la fermer par exemple. Il s'est mis dans cette armoire et qu'à partir de là il a pu écouter tout ce que Marie faisait dans la maison, que ce soit faire à manger, dormir même si c'est pas censé faire du bruit, regarder la télévision, et c'est pour ça qu'il était dans l'armoire au téléphone en train de l'écouter et qu'il a pu dire j'adore cette série parce qu'il entendait le son de la télévision. Maintenant mes amis, une des questions qu'on se pose tous, c'est qui était cette fameuse personne. Alors, après enquête, les officiers n'ont pas pu trouver exactement l'identité de la personne parce qu'ils avaient que les traces de pas. Ils ont pu faire un petit matching au niveau de la taille des empreintes, etc. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Par contre, Marie, elle a l'intime conviction d'avoir trouvé de qui il s'agit et c'est probablement cet ex super toxique et violent qu'elle a quitté il y a de ça quelques temps. Parce qu'en fait, lui de son côté, il n'a jamais lâché l'affaire, il a carrément créé une espèce d'obsession très malsaine par rapport à Marie, quitte à la stalker chez elle, à la suivre, etc. Donc elle se dit, qui d'autre peut m'en vouloir plus que lui? En même temps, c'est bizarre parce que pourquoi est-ce qu'il était dans la maison et il ne m'a rien fait? Quel était le but de tout ça? Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Et Marie non plus. Mais bon, tout est bien qui finit bien, Marie et son chat sont en pleine forme, en pleine santé, ils n'ont pas eu de blessures. Par contre, on espère quand même que pour notre amie Marie, sa vie sera désormais un long fleuve tranquille parce que elle en a bien chié. La deuxième histoire, mes amis, vous allez voir, elle est un petit peu similaire à celle que je viens de vous raconter. En tout cas, elle est dans le même esprit. Et cette fois-ci,
c'est l'histoire de Mélodie. Un fameux jour, Mélodie rentre chez elle, elle habite encore chez ses parents. Elle rentre de l'université, elle a passé une journée absolument terrible à suivre des cours de physique, maths, chimie, enfin, vous savez probablement ce que je pense de ces cours. Et comme la plupart des gens, lorsqu'elle rentre chez elle, la première chose qu'elle fait, c'est se coucher dans son lit et de se détendre. Juste être couché comme ça dans son lit, juste pour relaxer un petit peu le corps, lorsqu'au bout de 3 minutes, elle reçoit une notification sur son téléphone portable. C'est tout simplement un mail qu'elle vient de recevoir, l'expéditeur est inconnu, il n'y a pas d'objet, elle ne voit pas le contenu, elle déverrouille son téléphone, elle ouvre ce fameux mail, et là, elle voit tout simplement quelqu'un qui lui a envoyé coucou. Bon, bah là, elle se dit c'est sûrement un pote qui est en train de faire un test, c'est sûrement un membre de ma famille qui fait un test ou peu importe. Elle décide de l'ignorer, elle supprime carrément le mail et elle retourne à sa petite vie. Mélodie continue sa soirée tranquillement, vers 19 h, elle descend à la salle à manger pour manger avec ses parents. Une fois le repas terminé, elle remonte dans sa chambre, elle se couche dans son lit, elle ouvre son ordinateur portable, elle se met une petite série Netflix lorsqu'à 23 h 30, elle reçoit une nouvelle notification. Elle regarde, il s'agit à nouveau d'un mail, elle décide de l'ouvrir, sauf que cette fois-ci, le message n'a pas seulement un texte, mais il est écrit coucou et il y a un fichier en pièces jointes. Bon, là, Mélodie va faire quelque chose que je ne vous recommande pas du tout, c'est que lorsque vous recevez un fichier ou un document de quelqu'un qui vous est inconnu, ne l'ouvrez pas parce que ça peut probablement être un virus. Mais Mélodie, elle ne connaît pas tout ça, elle clique sur le document et en réalité, c'est un dossier qui contient des images. Là, le stress commence un petit peu à monter chez Mélodie, elle clique sur la première image et à peine elle est ouverte, elle commence à hurler. Cette image est prise par quelqu'un qui se situe à l'extérieur de la maison sur la route et qui prend en photo la fenêtre de la chambre de Mélodie. Bien évidemment, à l'intérieur, on y voit notre amie qui est couchée sur son lit en train de regarder sa série Netflix et elle capte directement que cette photo a été prise il y a à peine quelques minutes parce que les habits qu'elle a sur la photo, c'est ceux qu'elle est en train de porter actuellement. Elle regarde en vitesse les autres photos qui sont envoyées, c'est des photos d'autour de la maison, de la fenêtre, de la porte d'entrée. Elle cherche pas plus à comprendre, elle descend voir son père, elle lui montre les images, celui-ci prend le téléphone et appelle la police. Très vite, une patrouille arrive sur place, mais malheureusement ça ne va pas servir à grand chose. La personne n'est bien évidemment plus sur les lieux. Mélodie leur transmet les images qui lui ont été envoyées et ils vont mener une petite enquête. Comme on s'en doutait, souvent dans ce genre d'histoire, la personne n'est pas retrouvée parce que si cette personne a pris assez de précautions, l'email est intraçable. Ou du moins il ne mène à rien. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Mélodie ne saura jamais qui a envoyé ces photos. Par contre, elle nous explique qu'elle et sa famille ont décidé de déménager parce que rien qu'avoir l'idée que quelqu'un prend des photos de ta fille en train de dormir ou de regarder une série Netflix, c'est un petit peu glauque. Mais bon, aujourd'hui, Mélodie nous raconte que tout va bien dans sa vie, que tout ça c'est du passé, qu'ils ont tout oublié et qu'ils vivent leur best life. La troisième histoire, mes amis, vous allez voir, elle est assez glauque, elle est assez différente des deux premières. Et cette fois-ci, c'est l'histoire de Jonathan. À ce moment-là de sa vie, Jonathan nous raconte qu'il est assez nomade, c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup, il n'a pas vraiment de lieu fixe, et qu'actuellement, il est en train de réaliser un voyage à travers plusieurs pays. Bon, d'un côté, j'ai envie de dire, ça fait rêver absolument tout le monde, y compris moi, parce que moi, j'ai vraiment envie de voyager le plus possible. Il y a encore quelques années, j'étais là en mode, les voyages, c'est cool, mais depuis quelques mois, j'ai pris goût à ça. Vraiment, je me suis rendu compte que c'est la chose qui nous crée le plus de souvenirs, encore plus quand on les partage avec des gens qu'on aime. Donc, un jour, je vais faire comme Jonathan. Ne vous inquiétez pas, je prendrai ma caméra et mon micro pour continuer à vous raconter des threads d'horreur, peu importe où je serai. Mais bon, c'est pas le sujet. Actuellement, Jonathan, il fait son voyage et en ce moment même, il est dans un pays qu'il ne connaît pas plus que ça. Malheureusement, Jonathan, il n'a pas le permis pour se déplacer. C'est soit le transport public, soit l'autostop. En fait, l'objectif de son voyage, c'est de faire des randonnées à travers plusieurs pays parce que lui, il adore marcher, il adore voir des paysages absolument incroyables. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il fait. Un fameux matin, Jonathan se réveille tranquillement dans une auberge, il grignote quelque chose en guise de déjeuner, il s'habille, il met ses chaussures, il prend son gros sac à dos et il part à l'aventure. Plusieurs dizaines de kilomètres l'attendent aujourd'hui, ça fait un sacré parcours et notre ami marche pendant toute la journée. Sauf qu'arrivé en début de soirée, Jonathan ne se rendait pas compte que la marche allait prendre autant de temps et il se retrouve dans une position assez délicate. La nuit est en train de tomber, il n'a pas prévu de dormir à l'extérieur, donc il n'a pas de tente, il n'a pas d'habit chaud et surtout là, actuellement en ce moment même, il se trouve au bord d'une route, donc c'est pas l'endroit idéal pour dormir. Bon, là il a qu'une seule idée en tête, c'est de se dire la prochaine voiture qui arrive, je l'arrête et je lui demande si elle peut me déposer à quelque part. Bon, c'est parti, Jonathan tend le pouce vers le haut et les voitures qui défilent ne s'arrêtent pas. Il commence à perdre un petit peu espoir, la nuit est vraiment tombée, lorsque soudain, il aperçoit une voiture qui commence à ralentir. Notre ami Jonathan est sauvé, la voiture s'arrête complètement, le conducteur baisse la vitre et il demande à Jonathan
où est-ce que tu vas? Notre ami lui explique que voilà, il faut qu'il l'amène dans la ville la plus proche, histoire qu'il puisse prendre une auberge et qu'il puisse dormir. Le gars lui dit vas-y, pas de souci, je t'amène, tu peux monter. Jonathan ouvre la porte, il s'assied à l'arrière de la voiture et celle-ci démarre. Là, notre ami tape la conve avec le conducteur et son passager. Ces deux gars qui sont assez jeunes et qui sont super sympas. Et vous allez voir, tout va aller très vite. Durant le trajet, Jonathan parle avec les deux individus, mais quelque chose semble le perturber. Effectivement, dans le dos, il sent des sortes de coups comme si quelque chose était en train de taper et il fait genre de rien, mais tout à coup, il entend une sorte de respiration. À nouveau, Jonathan fait genre qu'il n'a rien senti ou rien entendu, mais les coups deviennent de plus en plus violents et cette fois, ce n'est plus une respiration, mais c'est des sortes de bruits comme si on avait mis du scotch sur la bouche de quelqu'un. Là, Jonathan commence à se dire, mec, je suis dans un pays qui est quand même réputé pour être assez violent, je suis avec deux jeunes en voiture que je ne connais pas du tout, il y a ces bruits et ces choses qui se passent à l'arrière, donc probablement dans le coffre, dans quoi je me suis embarqué. Étant donné que dans la voiture il y a un petit peu de musique, le conducteur et le passager n'entendent pas du tout ce qui se passe à l'arrière, et ça va durer pendant une dizaine de minutes jusqu'au moment où la voiture dépose notre ami Jonathan dans la ville la plus proche. Là, celui-ci s'empresse de prendre son sac, de sortir de la voiture, de dire merci aux deux gars et de se barrer le plus loin possible. La voiture démarre, elle commence à s'éloigner et là Jonathan il se dit mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois faire genre que je n'ai rien vu, rien entendu et peut-être que c'est mon imagination qui m'a joué des tours? Ou est-ce qu'il faut que je prenne le téléphone et que j'appelle la police locale? Sachant que je parle très mal la langue, ils vont probablement pas me croire. Et là, Jonathan va faire quelque chose que je ne sais pas si je l'aurais fait ou pas, mais il va tout simplement faire genre qu'il n'a rien entendu, qu'il se dit que ok, il a senti ses coups dans le dos, il a entendu quelqu'un faire des bruits ou avoir une respiration assez particulière. Il est fatigué, il fait froid, c'est peut-être son imagination qui lui joue des tours. Et il décide de ne pas appeler la police. Malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Par contre, la chose qu'on sait, c'est qu'il était dans un pays qui est quand même réputé pour être très violent à cause d'activités assez illégales. C'est un pays où les enlèvements, les règlements de compte et les violences en général sont assez fréquentes. Donc, c'est pas impossible qu'une personne se trouvait effectivement dans le coffre et que l'avenir de cette personne ait été un petit peu compromis par la suite. Mais bon, Jonathan a décidé de ne pas avertir les autorités et ça, c'est son choix. Moi, je vous propose de passer à la première histoire et c'est celle de Nathalie. À l'époque où tout ça se passe, Nathalie, son mari et leur enfant viennent d'emménager dans une superbe maison dans une toute nouvelle ville. Ils ne la connaissent pas du tout, ils viennent d'arriver là, ils sont en train de prendre un peu leur marque. Mais en tout cas, un point positif, c'est que le voisinage a l'air d'être super sympa. Effectivement, Nathalie et son mari ont pu l'observer ces derniers jours lorsqu'ils rentrent par exemple des commissions. Tous les voisins sont en train de leur dire bonjour. C'est super cordial, super gentil, donc franchement, que demander de plus? Nathalie nous raconte que toute la petite famille se plaît vraiment dans cette nouvelle maison, elle est super spacieuse. Alors la configuration elle est assez spéciale, elle est assez inhabituelle, le salon se trouve en haut et toutes les chambres elles se trouvent au rez-de-chaussée. Moi j'ai envie de dire c'est assez original. Pendant plusieurs semaines, tout se passe à merveille dans cette nouvelle vie. Nathalie a trouvé un emploi, quelques semaines après c'est son mari qui a changé de travail. Lui il a un petit peu de chance, c'est de pouvoir travailler à distance, de faire du home office, donc franchement dans ces cas-là, ça aide pas mal. Concernant l'enfant, il nous raconte qu'ils lui ont trouvé une nouvelle école et apparemment il s'est fait plein de potes. Et il arrive très bien à s'intégrer à sa nouvelle classe. Et ça franchement j'ai envie de dire c'est une des plus belles nouvelles qu'on a dans l'histoire parce que c'est pas toujours évident pour un enfant, surtout en bas âge, de s'intégrer dans une nouvelle classe où on connaît personne. Parce qu'il faut vous dire qu'à ce moment-là de votre vie, tout change, vous n'avez plus les mêmes endroits, vous n'avez plus les mêmes personnes autour de vous. La seule chose qui vous reste, c'est un petit peu votre père et votre mère, donc c'est assez compliqué. Très vite, Nathalie et son mari font la connaissance de tout le voisinage. Comme je vous l'ai dit, l'ensemble des voisins ont l'air d'être super sympas, en particulier un vieux monsieur qui habite la maison d'en face. Alors pour le coup, lorsqu'elle ou son mari rentrent du travail, le vieux monsieur est toujours à la fenêtre en train de leur dire bonjour. Il est tout le temps souriant, lorsqu'ils sont à l'extérieur, il leur parle beaucoup, donc franchement ça doit juste être trop cool d'avoir un voisin comme ça. Un soir, ce voisin les invite carrément à venir prendre le dîner chez lui. La famille accepte avec grand plaisir et à 19 h, tout le monde se prépare et ils vont sonner chez ce vieux monsieur. Pendant toute la soirée, la famille discute avec ce vieux monsieur et lui, il raconte un petit peu sa vie. On n'a pas forcément les détails, par contre Nathalie nous indique que c'est vraiment touchant son histoire. Et bref, à 23 h, la famille rentre chez eux et là, ils se posent sur le canapé, ils regardent une petite émission et vers minuit, 1 h du matin, ils vont se coucher. À partir de là, l'histoire suit son cours, elle nous raconte qu'il y a plein de belles choses qui se passent, notamment à l'école pour leur fils. Au niveau du travail, il y a pas grand chose, voilà, c'est un petit peu la routine. Mais un soir, cette ambiance un petit peu féerique de cette nouvelle vie va basculer. Et oui, lorsque la famille est en train de manger, l'enfant va dire quelque chose qui va bien inquiéter ses parents. Le papa lui demande: est-ce que tu te plais dans ta chambre? Est-ce que tu te plais à l'école? Est-ce que tu aimes cette maison et cette nouvelle vie? Et là, l'enfant lui dit: oui, ma chambre est vraiment super cool, elle est super grande, l'école ça va tout bien. Et d'ailleurs, au niveau de la chambre,
j'ai quelqu'un qui me tient compagnie. Bah là, les parents, ils posent quelques questions parce que c'est assez bizarre comme affirmation, et l'enfant va donner des détails pour le moins intrigants. Il dit, bah oui, vous vous souvenez, l'autre jour, on est allé manger chez le voisin d'en face, c'était super sympa, et depuis ce soir-là, il vient toutes les nuits en face de ma fenêtre, il toque, et il me dit coucou. Et pas plus loin qu'hier soir, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai discuté avec lui pendant quelques minutes, et il m'a carrément demandé si je voulais aller voir un film avec lui dans sa maison. Lorsque l'enfant dit ça, les parents se décomposent, je vous fais pas un dessin, mais très vite, dans la tête du père, un plan et un mécanisme se met en place. Il se dit, bon, je peux pas aller casser la gueule à ce monsieur, parce que voilà, si ça se trouve, on n'a pas de preuves, c'est juste notre enfant qui dit ça, on lui fait confiance, mais voilà. Ce qu'on va faire, si on croit notre fils, il va probablement revenir cette nuit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la chambre de mon fils, je vais me cacher, et si effectivement ce vieux monsieur vient toquer à la fenêtre et qu'il dit toutes sortes de choses bizarres à notre enfant, on passera à la vitesse supérieure. Bon, pour pas inquiéter leur fils, les parents font genre de rien, ils discutent un petit peu avec l'enfant pour dire voilà, est-ce qu'il est sympa ce monsieur? Comment tu le trouves? Qu'est-ce qu'il te raconte? Etc. Mais aussitôt le repas terminé, le papa va vers sa femme et il dit écoute, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Les deux sont super inquiets, ils sont littéralement choqués par ce que l'enfant vient de dire. Le mari fait part de son plan qu'il a en tête et il lui dit bah écoute voilà, moi je te propose que cette nuit, lorsque notre enfant va se coucher, je vais avec lui dans la chambre et si je vois que ce vieux monsieur vient toquer, je sors et je lui mets une droite. Bon, sa femme lui dit écoute, le plan me paraît parfait, par contre la droite, on va peut-être éviter parce qu'à tous les coups ça va nous retomber dessus. Le mari il lui dit bon ok, je veux bien éviter et les deux se mettent d'accord. Vers 21h30, l'heure d'aller dodo a sonné et le petit garçon va dans sa chambre. Désormais vous l'avez compris, celui-ci n'est pas seul et il va se coucher dans son lit et au bout de quelques minutes, il s'endort. Une fois endormi, son père rentre dans la chambre, il se cache dans un coin et il attend. Il attend 1 heure, 2 heures, 2h30 et c'est au bout de 3 heures, donc vers minuit, que quelqu'un toque à la fenêtre. Là, le papa ne fait rien, son fils ne sait pas qu'il est dans la chambre parce qu'il est caché derrière une armoire. L'enfant ouvre la fenêtre et une discussion s'engage avec quelqu'un. Ce quelqu'un, vous l'aurez deviné, c'est le vieux monsieur qui habite juste en face de chez eux. Et là, le papa ne fait rien et il écoute simplement la conversation. Mais à un moment, tout va déraper. Pendant plusieurs minutes, le petit enfant discute avec le vieux monsieur et celui-ci lui dit « Écoute, j'ai un super film avec des super-héros qu'on peut aller regarder chez moi. En plus, aujourd'hui, j'ai acheté des pop-corn, donc vraiment, j'ai tout prévu. Est-ce que ça t'intéresse? Si tu veux, on peut y aller maintenant. » Et là, il a très bien joué son coup parce qu'il sait que le snack, entre guillemets, préféré du petit enfant, c'est les pop-corn et qu'il adore, par-dessus tout, les super-héros. Au moment où l'enfant s'apprête à passer par-dessus la fenêtre, le père intervient, il arrive à la fenêtre et il chope le vieux monsieur par le callback. Vous imaginez bien, pour le vieux monsieur, il s'attendait pas du tout à avoir le père de l'enfant. Et bon, malgré ce qu'il avait promis à sa femme, la tentation était trop forte. Le père lui met sa plus belle droite. Et autant vous dire que le monsieur tombe à la renverse. Il est tout simplement inconscient par terre. Le papa, à ce moment-là, hurle dans la maison. Il dit à sa femme, il faut absolument que tu appelles la police. Il n'est pas forcément prêt de se réveiller. Donc appelle la police. Pendant ce temps, ils viennent et ils l'embarquent. C'est exactement ce qui va se passer. La mère prend le téléphone, elle appelle le commissariat. Quelques minutes plus tard, une patrouille arrive sur place. Le père explique tout. Pendant ce temps, le vieux monsieur s'est réveillé, il a essayé de s'échapper, mais la condition physique fait qu'il n'a pas pu sprinter. Donc le père l'a rattrapé relativement vite. Concernant la condamnation de ce vieux monsieur, on n'a pas vraiment les détails, par contre on peut imaginer que c'est un fait très grave et que forcément la peine va suivre, du moins on l'espère du fond du cœur. Et par contre, Nathalie et son mari nous racontent que voilà, pour l'enfant, ça ne lui a pas laissé des séquelles parce que lui, il pensait vraiment parler à un ami. Le seul truc qui a été un peu difficile pour lui, c'est que du jour au lendemain, bah, tout ça s'est coupé, vu que le vieux monsieur a été embarqué, et qu'il a eu un peu la sensation de perdre un de ses meilleurs amis, mais que voilà, vu qu'il était jeune, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, tout est très bien allé. Donc j'ai envie de dire tant mieux, et heureusement que ce n'est pas allé plus loin. Bon bah j'espère que je vous mets bien dans l'ambiance de cette vidéo avec cette première histoire, et moi je vous propose de vous raconter celle de Leila et de son copain. Le contexte est plus ou moins similaire à la première histoire, il s'agit d'un couple qui vient d'emménager dans une nouvelle ville, et la particularité, c'est qu'ils viennent d'acheter une super maison qui est très ancienne, mais à un prix absolument dérisoire. La maison ne valait que dalle, elle a beaucoup de pièces, et du coup, le couple a sauté sur l'occasion. Imaginez, vous avez les deux environ 25 ans, vous voyez une telle maison mise en vente, vous sautez dessus. Bon, bah le couple nous raconte que l'emménagement se passe à merveille. Ils ont eu un petit peu de difficultés parce que la maison est assez reculée. Elle n'est pas en pleine ville, donc pour trouver une compagnie qui accepte de venir jusque-là, etc., c'est un petit peu plus compliqué et ça coûte un petit peu plus cher. Mais tout s'est bien passé et au final, le couple est installé. Bien qu'ils aient visité logiquement la maison avant de l'acheter, ils nous racontent qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, ils découvrent des sortes de
petits objets. Bon, bah ces objets, ils sont pas posés n'importe où, ils sont pas posés au milieu d'une pièce parce que sinon ils les auraient vus. Ils sont en quelque sorte cachés dans la maison. Et première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ces objets ont été cachés justement dans la maison? Et vous allez voir, les endroits sont assez improbables. Un jour, lorsque le copain de Leila est en train de rénover une des chambres, il remarque qu'un mur est assez creux. Bon, mais ça tombe bien parce que ce mur, il doit le démolir parce qu'il souhaite agrandir la chambre. Mais à un moment, lorsque le mur est partiellement détruit, il remarque qu'il y a une sorte de jouet à l'intérieur de celui-ci. Bon, bah le jouet est assez glauque, je vous le cache pas, c'est une petite peluche, on dirait un petit ourson, et il a l'air quand même pas mal déchiqueté. Vous voyez les petites peluches qui font très flipper dans les films d'horreur? Bah là, c'est un peu le cas. Bref, il se pose pas plus de questions que ça, malgré le fait que moi ça m'aurait quand même pas mal interpellé. Il décide de jeter l'ourson à la poubelle et de continuer ses travaux. Tout se passe bien pendant les jours qui suivent, la chambre est complètement rénovée, à l'exception du plancher. Et oui, c'est un ancien parquet qui est absolument dégueulasse et qui fait beaucoup de bruit, qui grince beaucoup. Du coup, bah, le couple a décidé de le remplacer. Bon, bah par contre, cette fois-ci, le couple n'a pas les compétences pour remplacer un plancher. Il décide de faire appel à une entreprise. Et une petite semaine plus tard, des employés arrivent et pendant toute une journée, ils changent le parquet. Le lendemain, lorsque les employés reviennent pour voir si tout est ok, etc., ils disent au propriétaire, donc au couple, écoutez, on a retrouvé une petite boîte sous le plancher, c'était assez bizarre, on vous l'a mise dans l'autre chambre. Je sais pas si c'était à vous ou pas, mais voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Sur le moment, le couple se dit, bon ben ok, merci, on ira voir. Merci beaucoup pour votre travail et à bientôt. Une fois que les employés ont quitté la maison, Leila et son copain se disent, mais on va quand même aller voir ce qu'il y a dans cette boîte. Et à ce moment-là, son copain, il a une sorte de déclic. Il lui dit, ah d'ailleurs, je t'ai pas dit, l'autre jour en cassant le mur, il y avait une sorte de petit ourson à l'intérieur. C'était assez bizarre, comme s'il avait été oublié là, je l'ai mis à la poubelle et basta. Lorsque le couple ouvre la boîte, il remarque que celle-ci contient des petites photos. Bon, elles sont particulièrement en mauvais état, comme si elles dataient d'il y a des dizaines et des dizaines d'années, mais quelques-unes sont quand même lisibles. Leila en saisit une, et là elle remarque qu'il s'agit d'une famille, ou du moins de personnes, qui semble être à une fête, ou du moins entourée de beaucoup de gens. Bon, bah elle décide d'en prendre une autre, sauf que celle-ci, elle est un petit peu plus dark. Et oui, c'est la même famille qui était sur la première photo, sauf que cette fois-ci, elle semble se trouver dans la cave, et ils sont en cercle, et au milieu, il y a quelqu'un qui semble être accroupi. Bon, bah c'est assez chelou, ils arrivent pas très bien à voir parce que l'état de la photo est pas mal détérioré, mais là, ils commencent à se poser 2-3 questions, et surtout, Leila, elle est fan de choses paranormales et de tout ce qui va avec. Du coup, à ce moment-là, quelque chose lui vient en tête. Elle se pose une question. Elle se dit, mais on ne s'est jamais demandé avant, mais pourquoi est-ce que cette maison est si grande pour un prix si dérisoire? Je veux bien qu'elle soit pas en très bon état, qu'on a dû faire beaucoup de travaux, mais généralement, dans les séries que je regarde sur Netflix ou peu importe, ce genre de choses, c'est quand même un petit peu des red flags. Son copain lui dit, ouais, mais c'est vrai que t'as raison, parce qu'elle a vraiment coûté pas cher du tout, cette maison, elle était presque donnée. Qui voudrait donner une telle maison à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Est-ce que par hasard, il ne voulait pas s'en débarrasser? Là, le couple se dit, on est sur une piste, on va mener notre propre enquête. Ils vont sur le canapé et ils saisissent l'ordinateur. Pendant les 3 soirs et 3 nuits qui suivent, ils nous racontent qu'ils ont passé tout le long sur l'ordinateur à essayer de faire des recherches. Au final, ils sont tombés sur une histoire qui semble très glauque et très perturbante et qui expliquerait potentiellement pourquoi cette maison a été vendue à un prix si faible. En gros, dans cette maison, un drame épouvantable se serait passé. Un petit enfant nommé Michael aurait perdu tragiquement la vie dans des circonstances juste abominables que je vais pas forcément vous décrire ici. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est ses parents qui lui ont ôté la vie. Donc l'histoire est juste abominable. Par contre, la seule question qui persiste, c'est pourquoi est-ce que dans un mur on a retrouvé un ourson? Que signifiaient ces photos qu'ils ont retrouvées sous le plancher? Pourquoi ces objets étaient à ces endroits-là? Eh bien, il y a une explication que le couple a. Libre à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, d'ailleurs ça m'intéresse. Leila nous dit, grâce à l'expérience qu'elle a acquise au fur et à mesure des années face au paranormal, que généralement on enferme les objets qui appartiennent à une victime ou quelqu'un qui est parti tragiquement, que ce soit dans des boîtes, dans des murs, sous des planchers ou peu importe, afin que son âme ne vienne pas hanter le lieu du drame. Donc en gros, les parents auraient enfermé les objets dans des murs et sous le plancher pour que l'âme de l'enfant ne vienne pas les déranger. C'est une théorie parmi tant d'autres, je vous laisse vous faire votre propre avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on a un détail concernant la suite de l'histoire, c'est que, alors vous me direz c'est peut-être un petit peu biaisé, mais Leila, à partir de ce jour-là, elle a une étrange impression de ne pas être seule dans la maison. Elle semble entendre des bruits par-ci, des bruits par-là, des choses qui bougent. Mais ça, j'ai envie de dire, son cerveau doit être un petit peu biaisé parce qu'elle se dit, ok, il y a eu ce drame dans cette maison, je crois au paranormal, forcément elle va être un petit peu plus sensible, quitte à peut-être imaginer quelque chose. Mais vraiment, cette histoire, je la trouve super intéressante parce que déjà, ça touche au paranormal, chose qu'on ne fait quasiment jamais sur la chaîne. Et la théorie que nous explique Leila, pour moi,
elle est plausible, à vous de me dire de nouveau ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'espère que les deux histoires que je vous ai racontées vous ont plu. Elles étaient assez originales, j'ai bien aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mettez un petit pouce bleu et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Moi je vous propose de passer à l'histoire d'aujourd'hui et vous allez voir, elle fait bien flipper. Mes amis, si vous êtes fan de voyage, cette vidéo elle est pour vous ou peut-être pas, je ne sais pas parce que ça risque de vous dégoûter. Mais aujourd'hui, c'est Laura qui nous raconte sa mésaventure. À ce moment-là de sa vie, Laura, elle nous raconte qu'elle est dans une période exceptionnelle. Et oui, elle est en couple avec un garçon super sympa, ils ont leur petit appartement en centre-ville. Au niveau de son job, elle nous raconte qu'elle est super épanouie, elle est super heureuse. D'un point de vue social, tout va bien, d'un point de vue familial également, la santé ça va, donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, figurez-vous mes amis que Laura, malgré que en théorie, tous les aspects de sa vie fonctionnent bien. En elle, ça ne va pas. Effectivement, au fur et à mesure des années, elle voit que à l'intérieur d'elle, il y a des chamboulements, il y a des choses qui changent. Et là, elle nous raconte que depuis quelques mois, elle est dans une période assez compliquée. Un fameux soir, après le travail, elle décide de prendre le téléphone, d'appeler sa meilleure amie pour juste discuter. Et les deux femmes entretiennent une conversation pendant 4 heures. Pendant ces 4 heures, donc c'est une durée quand même assez longue, les deux amis discutent de tout, de la vie, du travail, des amours, des amis, des finances, de la santé et tout ce qui va avec. Et ben au téléphone, la meilleure amie de Laura, elle voit que franchement, ouais, il y a un truc qui la tracasse, elle a pas l'air d'aller bien, elle a peut-être besoin de changement, ou du moins juste de prendre l'air, de se retrouver un petit peu, de fuir la vie quotidienne. Et du coup, ben sa meilleure amie, elle a une idée, et là elle lui propose quelque chose qui va vraiment faire plaisir à Laura. Elle lui dit, écoute, voilà, on a passé 4 heures au téléphone, je vois que t'es pas bien, est-ce que pendant les prochaines vacances ou celles d'après, c'est égal, ça te dirait qu'on parte, toi et moi, juste à un endroit, dans un pays qu'on connaît pas, qu'on connaît ou peu importe. Mais juste toi et moi, pendant une semaine, on rigole et on revient et on se change les idées. Au début, Laura, elle est assez mitigée, elle se dit « Ouais, oui, mais pourquoi pas, peut-être que machin ». Elle essaye de trouver un petit peu des excuses et au final, elle se dit « Ben pourquoi pas, tu sais quoi, je l'ai jamais fait, on va le faire toi et moi ». Bon, bah sa meilleure pote, elle est vraiment ravie, elle nous raconte que ça lui fait très plaisir d'entendre cette nouvelle parce que déjà, elle va partir avec sa meilleure pote à l'autre bout du monde ou du moins dans un autre pays. Et de deux, ben, sa meilleure amie va probablement aller mieux, enfin du moins elle espère aller mieux après ce voyage, donc ça va lui vider l'esprit, l'aérer, et ça, il n'y a rien qui la rend plus heureuse. Bref, pendant toute la durée de l'appel, les deux amies discutent un petit peu de ce voyage, elles nous racontent qu'elles ont trouvé une ou deux destinations assez tropicales, mais malheureusement nous de notre côté on n'aura pas de quoi rêver parce qu'elles nous donnent pas le lieu exact où elles veulent partir en vacances. Bref, après 4 heures passées au téléphone, Laura remercie vivement sa meilleure amie, elle raccroche le téléphone et elle rejoint son copain dans le lit. Là, cette histoire de voyage l'empêche de s'endormir parce que voilà, d'un côté elle se réjouit, d'un côté il y a quelque chose qui la retient un petit peu, et du coup ça fait qu'elle cogite encore pendant une bonne heure. Mais bon, à un moment la fatigue prend le dessus, et Laura s'endort. Le lendemain dans la journée, elle discute avec son chéri de cette histoire de voyage, et lui franchement, il lui dit, ben écoute, ça fait aussi quelques semaines que je remarque qu'il y a un truc qui cloche, donc franchement, si ce voyage te fait plaisir, si ce voyage peut te faire du bien, j'ai juste une chose à te dire, c'est fonce. Laura, elle avait un petit peu d'appréhension en parlant de ce voyage à son copain, elle avait peur qu'il réagisse mal parce qu'elle part avec une amie et pas lui, ou que ce soit lui le problème, pas du tout. Lui, il a très bien réagi, donc rien que pour ça, un grand bravo au copain de Laura. Et si vous partagez la vie de quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme ou peu importe, j'espère sincèrement que vous allez réagir comme ça parce que c'est la meilleure des choses à faire. Bref, Laura, elle est trop contente, elle envoie un message à sa meilleure amie pour lui annoncer entre guillemets la nouvelle. Et l'histoire de notre côté, elle s'arrête pendant un petit moment et elle reprend le jour du fameux voyage. À ce moment-là, on est très tôt le matin, vers 3-4 heures. Super enjouée à l'idée de partir en vacances avec sa meilleure amie, Laura se réveille, elle se prend un petit truc à déjeuner. Son copain, quant à lui, se réveille avec un petit peu de mal. Laura, elle s'habille, elle prend sa valise, elle lui fait un bisou. Les au revoir sont un petit peu difficiles. Elle sort de la maison. Et là, une voiture l'attend. Rien de bien choquant, c'est sa meilleure amie qui est venue la chercher pour se rendre à l'aéroport. Et une fois montée dans la voiture, le voyage peut commencer. Au bout d'une petite heure de voiture, elles sont arrivées à l'aéroport. Là, elles font tout ce qui doit être fait, donc l'enregistrement, la sécurité, etc. Et là, par contre, on a un petit peu plus de détails quant au vol qu'elles doivent prendre. Alors, la destination, apparemment, c'est une destination qui est à l'autre bout du monde, vraiment, c'est à l'opposé. Et ça, eh bien, ça nécessite 2 vols. Il y a un vol qui les mène à un point A. Ensuite, elles font une escale à cet endroit-là. Et un deuxième vol va les amener directement là où elles ont prévu de passer leurs vacances. Un petit détail qui est pour certains chiant, pour d'autres pas, c'est qu'il y a une très longue escale entre les 2 vols. La durée de cette escale, elle est tout simplement de 6 heures. Donc dans un aéroport, c'est
assez conséquent. Mais bon, elle nous explique que c'est un petit peu le dernier de leurs soucis, donc j'ai envie de dire tant mieux. Bref, après avoir passé la sécurité, le check-in et de s'être battu un peu dans les foules pour arriver à l'avion, nos deux amies embarquent dans celui-ci. C'est le début d'un très grand voyage qui les attend et les deux amies, elles sont aux anges. Au bout d'une trentaine de minutes, l'avion se met en piste et il décolle. Quelques heures plus tard, on retrouve nos deux amies qui ont atterri. Elles doivent maintenant attendre quelques heures avant de prendre le second avion. Et elles décident déjà de commencer par faire le tour. Alors oui, il y a des boutiques, il y a des restaurants, il y a quelques transats, il y a quelques sièges où on peut s'asseoir. Elles sont un petit peu décalées, elles ne savent plus si elles sont le matin, si elles sont la nuit. Elles regardent le téléphone et elles voient qu'on est en plein milieu de la nuit. Bon tant mieux, ça va leur permettre de peut-être dormir sur un fauteuil quelques heures en attendant l'avion. Et c'est tout simplement ce qu'elles vont faire. Pendant plusieurs longues minutes, elles regardent un petit peu les magasins qu'il y a dans l'aéroport. À un moment, Laura et sa meilleure pote décident d'aller se poser sur les fauteuils histoire de se relaxer un petit peu et même si elles peuvent gratter quelques heures de sommeil, tant mieux. Elles trouvent un petit coin sympa où il n'y a pas trop de monde, enfin il y a même carrément personne. Elles se couchent et elles se relaxent. Le premier vol les a absolument éclatés au niveau de la fatigue, donc les deux s'endorment assez rapidement. Mais au bout d'une heure, Laura est en plein cauchemar. Elle se réveille et devant elle, à quelques mètres, il y a un homme qui la fixe. Cet homme, il est assez grand. Et il la fixe vraiment, les yeux grands ouverts, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Bon, Laura, le premier réflexe, c'est même pas de réveiller sa pote, c'est de dire au monsieur excusez-moi, est-ce que je peux vous aider ?» Le monsieur ne répond pas, il a toujours les yeux rivés sur elle, ils sont grands ouverts, et elle lui repose la question. Là, cette fois-ci, l'homme lui dit un non très sec, et Laura, elle est pas très bien, elle tapote gentiment sa pote, et elle lui dit écoute, réveille-toi, il y a quelqu'un qui nous fixe. À son tour, sa pote, elle se réveille un petit peu comme elle peut, et elle dit au mec, y a quoi? Et là, le gars se retourne et il part. Bon, l'interaction est assez étrange. Que voulait ce mec? Peut-être qu'il les trouvait belles, mais c'est une façon assez particulière d'aborder quelqu'un. Surtout des personnes qu'on ne connaît absolument pas dans un aéroport. C'est assez bizarre. Mais bon, les deux ne se posent pas plus de questions que ça et elles se recouchent et elles essayent de dormir. À un moment, Laura a une petite faim. Elle dit à sa pote, écoute, je vais aller acheter quelque chose dans le magasin qu'on a vu avant. Est-ce que tu veux quelque chose? Sa pote n'a pas faim. Laura se lève de son siège et elle se rend vers le petit magasin. Dans l'aéroport, à ce moment-là, pour vous situer, c'est assez sombre. Elle est dans un coin qui est assez reculé et elle marche le long des allées. Et elles sont assez vides. Elle arrive au magasin, elle sélectionne ce qu'elle veut manger, et au moment de payer, en attendant que la carte soit acceptée, elle tourne la tête, et elle revoit ce même homme qui est debout à côté d'une poubelle et qui la fixe. Bon, là ça commence à devenir assez bizarre, elle se dit dans sa tête, je laisse encore passer cette fois, si je revois ce mec une fois qui me fixe ou qui me fait un truc chelou, je vais en parler à un membre de l'aéroport et ce qui doit être fait sera fait. Elle paye, elle prend ses commissions, elle n'est vraiment pas à l'aise et elle essaye de tracer le plus rapidement possible pour rejoindre son ami. Mais vous vous doutez bien, lorsqu'elle est en train de marcher direction son ami, elle remarque que le mec est en train de la suivre. Et ce qui est le plus flippant dans l'histoire, c'est que le mec, il a toujours un peu les mêmes yeux qu'avant. C'est les yeux très grands ouverts, il la fixe, il a l'air dépourvu de toute émotion, donc c'est assez particulier. Laura est soulagée lorsqu'elle rejoint sa meilleure amie, elle lui fait part un petit peu de sa mésaventure et lui dit il y avait de nouveau le mec chelou là qui est en train de me suivre, comme s'il m'attendait au magasin, puis qu'après il m'a suivi jusqu'à toi. Franchement, c'est assez chaud, je me sens pas bien. Bon, la meilleure amie de Laura essaye de dédramatiser la situation, elle lui dit je sais pas, c'est peut-être des coïncidences, mais bon, c'est quand même assez chelou, peut-être le gars il te trouve juste belle puis il arrive pas à venir t'aborder. Je sais pas, je pense pas qu'il soit méchant parce qu'on est quand même dans un aéroport, il y a des contrôles de sécurité qui sont faits à l'entrée, on laisse pas rentrer n'importe qui. Surtout dans cette zone-là de l'aéroport où on est après la sécurité. Laura elle lui dit c'est vrai, peut-être je suis en train de dramatiser un peu la situation, peut-être que je suis un petit peu paniqué parce qu'on est à l'autre bout du monde et qu'on n'est pas chez nous, donc voilà, ça me fait paniquer, mais voilà, je vais essayer de déstresser, de souffler un peu et de profiter. La pression retombe, Laura est sur son fauteuil, elle nous dit que tout va bien, elle a réussi un petit peu à se relaxer, et bingo, on est 40 minutes avant que l'embarquement commence, donc le moment de rentrer dans l'avion. Laura a dit à sa meilleure pote, tu m'attends là, je vais vite aux toilettes, après on prend nos affaires et on va en direction de la porte d'embarquement. Laura se lève, elle va gentiment en direction des toilettes, elle prend une cabine, et là elle nous explique que l'endroit est particulièrement glauque parce qu'en fait il y a une lampe qui ne fonctionne pas. À un moment, lorsque Laura est dans la cabine, elle entend la porte des toilettes s'ouvrir. Tout ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est son intuition qui lui dit, et vous allez voir, elle ne va pas la tromper. Lorsqu'elle entend cette porte s'ouvrir, Laura a vraiment un coup de chaud qui lui monte, elle commence à paniquer parce que dans sa tête, elle se dit c'est ce mec qui m'a suivi jusqu'aux toilettes. Alors que théoriquement, il n'y a aucune raison de penser ça, c'est tout simplement quelqu'un qui a ouvert la porte des toilettes. On peut très bien imaginer, même très probablement que c'est une femme. Là, Laura, elle va avoir un réflexe qui, je pense,
l'a probablement sauvée. Elle ne fait plus un bruit, elle relève ses jambes, histoire qu'on ne la voit pas si on se couche et qu'on regarde en dessous de la cabine, ou du moins pas au premier regard, et elle écoute ce qu'il se passe dans les WC. À son plus grand étonnement, la personne qui est entrée n'ouvre pas une cabine, mais on entend un peu des bruits de vêtements assez bizarres. Dans ces WC, il y a plusieurs cabines, il y en a une dizaine, et Laura remarque que la personne commence tout à gauche, et en écoutant un petit peu plus en détail ce qu'il se passe, elle se rend compte qu'effectivement, on dirait qu'une personne est en train de se traîner par terre ou faire des trucs un petit peu chelous. Sans réfléchir plus que ça, Laura, elle décide de sortir en courant de sa cabine et de se tirer le plus rapidement possible de ses toilettes. Elle est tellement en panique et en stress qu'elle ne regarde même pas si vraiment c'était cet homme qui était dans les WC. Elle court en direction de sa meilleure amie, qui n'est pas loin, et elle lui dit « Il faut absolument qu'on regarde qui sort de ses toilettes parce que pour moi, je suis sûre et certaine que c'était ce mec chelou qui nous suivait. Probablement qu'il m'a suivi dans les toilettes. C'est juste un dégénéré complet. Il faut absolument qu'on guette la sortie. » Là, sa meilleure pote est assez en panique, elle lui dit « Ok, vas-y, on regarde. » Au bout de 3 minutes, il n'y a personne. Au bout de 5 minutes, il n'y a personne. Mais c'est au bout de 10 petites minutes, enfin des très même longues minutes, que quelqu'un ouvre la porte. Et là, les deux amis sont horrifiés parce que ce n'est pas une femme qui sort des toilettes des femmes. C'est ce fameux mec qui est complètement cinglé qui en sort. Lorsqu'il en sort, il regarde à gauche, à droite, comme s'il cherchait quelqu'un. Et là, il semble être un petit peu en colère. Laura et sa pote se font toutes petites. Elles prennent les valises et elles se taillent en courant en direction de la porte d'embarquement. Elles se disent là-bas, il y aura forcément des gens, des membres de la compagnie aérienne qui seront là pour nous aider en cas de pépin. Et c'est effectivement le cas, elles arrivent dans une zone où il y a beaucoup de gens, où il y a des employés et elles se sentent en sécurité. Là, je vous laisse imaginer le niveau de stress et d'angoisse qu'elles ont ressenti à ce moment-là. Il est en train un petit peu de descendre pendant l'embarquement. Elles regardent quand même à gauche à droite pour être sûr que ce mec ne les ait pas suivis. Et c'est seulement une fois dans l'avion qu'elles se sentent en sécurité. Elles se disent voilà, plus rien ne peut nous arriver. Au pire, on est dans un tube où il y a des centaines de personnes qui vont nous aider. Et à partir de là, tout va bien. Le vol s'effectue de nuit, donc dans la cabine, l'ambiance est assez tamisée. Laura et sa pote sont assises à l'arrière de l'avion. Et à un moment, à peine l'avion décollé, Laura configure sa télévision sur son siège, parce que souvent dans les sièges, on a un petit écran. Et là, elle est prise d'une panique juste démesurée lorsqu'elle s'aperçoit que le mec qui l'a suivi dans les WC pour femmes et dans l'aéroport, qu'il est là, dans le même avion. Paralysée, Laura tapote sur la jambe de sa pote. Elle lui montre l'individu qui est au fond de l'avion. Les deux, par réflexe, se baissent, que le mec ne puisse pas les voir. Et là, les deux, vraiment, elles ne savent pas comment gérer la situation. Elles ont un très bon réflexe, c'est d'appeler un employé de la compagnie, donc une hôtesse de l'air, qui s'approche gentiment d'elle et qui leur dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Là, elle voit très vite que les deux amies sont limite en pleurs, elles sont limite en crise d'angoisse. Elle lui réexplique un petit peu ce qui s'est passé dans l'aéroport et les soupçons qu'elles ont par rapport à ce mec. Et là, l'hôtesse de l'air va faire un geste qui est très apprécié. C'est qu'en fait, elle va leur dire, écoutez, je veillerai à ce que cet homme ne s'amuse pas à passer à travers le rideau et qu'il ne s'amuse pas à se trimballer dans l'avion. Donc, un grand merci à cette hôtesse de l'air qui les a aidés à passer un bon vol, qui a veillé sur elles, qui a directement compris leur détresse et ça, franchement, on peut applaudir. Alors, concernant la fin de cette histoire, on ne l'a malheureusement pas forcément. La seule chose qu'on sait, c'est que Laura et sa pote ont passé de merveilleuses vacances et qu'elles ont des souvenirs plein la tête. Et maintenant, nous, en tant que lecteurs, en tant que spectateurs, on a une question, enfin, du moins, j'ai une question qui me vient en tête, c'est est-ce que cette personne, enfin, quelles étaient les intentions de cette personne? Bien évidemment, j'imagine qu'elle n'était pas très bonne, mais finalement, pourquoi les avoir suivis à ce point dans l'aéroport? Pourquoi juste les avoir suivis et regarder d'une façon très chelou? Enfin, je comprends pas quel était le but de tout ça. Et ça, malheureusement, on ne les aura jamais parce que, en fait, le gars, peut-être qu'il était fasciné de voir une telle personne à tel endroit. Enfin, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais par contre, la seule chose qui met la puce à l'oreille et qui là, je pense, rend la chose très dangereuse, c'est le fait que le gars aille dans les toilettes pour femmes. Ça, c'est juste inadmissible et voilà. Autant le reste, on peut se dire peut-être qu'il était fasciné par la beauté de la personne ou quoi. Mais là, d'aller dans les toilettes des femmes, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Laura et sa pote ont pu passer de très belles vacances, qu'elles n'ont rien eu. Ça les a quand même un petit peu marqué cette histoire parce que normalement, quand on est à l'aéroport, on est un peu dans la vibe voyage, etc. Là, c'était pas vraiment le cas. Elles étaient plutôt dans le mood assez peur et angoissant. Typique d'un thread d'horreur, donc j'ai envie de dire, c'est pas la meilleure façon de commencer un voyage. Bref, tout est bien qui finit bien. J'espère que Laura et sa pote sont heureuses aujourd'hui dans leur vie. Et comme j'aime le rappeler à chaque vidéo, prenez tout ça avec des pincettes. C'est un témoignage qu'on a eu sur Reddit. On ne peut pas savoir s'il est vrai ou pas. Sachant que pour moi, dans cette histoire, il y a une ou deux petites incohérences. Je me dis, c'est quand même assez rare. Alors, je suis pas allé dans tous les aéroports du monde, mais c'est assez rare qu'il y ait une partie de l'aéroport où il y a très peu de gens. Généralement, il y a au moins un employé vers qui tu peux t'approcher. Donc, pour moi, il y a des toutes petites incohérences. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je lirai tout ça avec un très grand plaisir. Je vous retrouve
retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais raconter comme d'habitude une histoire qui fait vraiment flipper. Et vous allez voir, dans cette vidéo, on va aborder un thème qui est particulièrement sensible. Ça en touche peut-être même certains d'entre vous, donc je vous demanderai d'être attentif. En tout cas, comme d'habitude, si l'histoire vous plaît, je compte sur vous pour me mettre un petit commentaire, votre meilleur pouce bleu. Et moi, je vous propose directement de vous raconter l'histoire de Carla. Cette histoire, elle se passe aux États-Unis. Carla a alors 21 ans. Et vous le savez, aux États-Unis, 21 ans, ça signe la majorité. Et oui, chez nous, c'est plutôt 18, mais là-bas, c'est 21. Et notre amie Carla, elle est en plein pendant ses années d'études. Elle nous raconte qu'elle est à l'université, plus particulièrement en droit, et que pendant les premières années, tout s'est extrêmement bien passé. Elle s'est fait plein de potes, elle a vraiment un groupe d'amis avec qui elle sort régulièrement et qui elle fait la fête. Mais depuis quelques mois, Carla a fait la rencontre d'un charmant garçon. Le feeling est excellent entre les deux et tout se passe à merveille. À la base, Carla nous raconte qu'elle n'avait pas forcément prévu d'être en couple, mais là, ça lui est tombé dessus comme un coup de foudre. Et ben tout simplement, elle se laisse tenter, elle se laisse naviguer, et elle voit où ça l'amène. Elle nous explique un petit peu la situation avec son nouveau copain. Depuis plusieurs semaines, ils s'écrivent des textos absolument tout le temps. Ils s'appellent très régulièrement. En plus de ça, ils se voient à l'université. Alors lui n'est pas forcément dans la même classe, mais ils se voient très régulièrement. Mais malheureusement, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Et oui, au bout de quelques mois à peine, Carla nous annonce malheureusement sa rupture assez soudaine avec ce garçon. Alors la rupture ne vient pas d'elle, ça vient plutôt de lui. Apparemment, lui, il n'y trouvait pas plus d'intérêt que ça. C'est super dommage parce qu'elle s'était beaucoup accrochée à lui, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Et ça, j'ai envie de dire, c'est des choses qui arrivent absolument tous les jours, il n'y a pas de problème à ça. Mais là où les choses très mauvaises vont commencer, c'est dans la suite de l'histoire. Carla, à partir de ce jour-là, elle nous raconte qu'elle traverse une période assez compliquée. C'est une période post-rupture, on met tous un petit peu de temps à s'en remettre. Mais voilà, les jours passent, Clara va de mieux en mieux, même si ce n'est pas tous les jours tout rose. Un jour, lorsqu'elle se rend à l'université, Carla s'approche de ses potes, elle leur dit « Écoutez, je me sens pas très bien ces derniers jours, est-ce que ça vous dirait pas un coup de faire une soirée, d'organiser quelque chose, histoire qu'on se retrouve ensemble, qu'on puisse discuter, passer un bon moment, et juste un petit peu me vider la tête ?» Ses potes, elles lui disent « Bien évidemment, on va le faire, si ça peut te faire du bien, en plus, nous, ça nous fait kiffer. » Elles organisent une petite soirée qui aura lieu pendant ce week-end, et l'histoire, elle s'arrête là. Elle reprend le vendredi soir, et en fait, le plan pour ce week-end, c'est que les potes de Carla reviennent chez elle, parce qu'en fait, ses parents à elle prévoient de partir en week-end en amoureux. Et du coup, notre amie Carla, elle aura la maison pour elle toute seule. Donc quoi de mieux quand on a la maison pour soi que d'organiser une soirée avec ses potes. Sauf que vous allez voir, tout ne va pas se passer comme prévu. Et oui, le vendredi en fin de journée, Carla rentre des cours. Une heure plus tard, c'est sa mère qui rentre à la maison. Carla, à ce moment-là, elle est dans son lit, dans sa chambre. Elle scrolle sur les réseaux sociaux, lorsque tout à coup, elle entend sa mère qui lui demande « Carla, est-ce que tu peux descendre ?» Carla, elle se dit « Vas-y, pas de souci, je vais aller dire bonjour à ma mère qui vient de rentrer. » Elle se lève, elle descend les escaliers et là, elle retrouve sa maman. Sa maman lui dit écoute, on va monter dans ta chambre, j'aimerais qu'on discute de quelque chose. » Bon, Carla, à ce moment-là, elle commence un petit peu à flipper, elle se dit « Oula, elle va m'annoncer une mauvaise nouvelle. » Et là, la première chose qui lui vient en tête, c'est de se dire elle va forcément m'annoncer un décès. Les deux femmes montent les escaliers, elles vont dans la chambre de Carla, elles se posent sur le lit et là, sa mère commence à lui parler. Elle lui dit « Écoute ma chérie, je viens de rentrer du travail, là j'ai eu une longue journée, c'était assez particulier. » D'abord elle lui raconte un petit peu ce qu'elle a fait. Et elle lui dit « Quand je suis rentré, donc il y a à peine quelques minutes, j'ai relevé le courrier et j'ai vu qu'il y avait une lettre qui m'était destinée. Sur l'enveloppe c'était écrit à la main. Je me suis dit voilà, c'est peut-être une facture ou quoi. Je l'ai ouvert, mais le contenu n'était pas celui auquel je m'attendais. » Car là, elle comprend rien de ce qui se passe. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que t'as vu dans cette lettre? Qu'est-ce qui était dedans ?» Et là, la mère de Carla lui dit « Écoute ma chérie, c'est un peu délicat de te parler de ça, c'est assez compliqué. Je suis même un petit peu gêné, mais je me suis dit que j'allais le faire parce que pour moi tu es en danger. » Et quand elle lui dit ça, Carla, elle comprend absolument rien, elle commence vraiment à flipper, à paniquer, elle lui dit « Mais maman, qu'est-ce que tu as vu ?» Et là, sa mère lui avoue, elle lui dit « Ma chérie, dans cette lettre, en fait, c'est pas une lettre qui est écrite, c'est des photos qui sont imprimées. Et sur ces photos, on t'y voit nue et en train de faire des choses qui sont assez particulières. » Lorsqu'elle lui dit ça, Carla fond en larmes, elle est écroulée sur son lit. Et sa mère, elle lui tapote le dos, elle lui dit « Écoute, ma chérie, prends le temps qu'il faut. » Prends le temps pour assimiler les choses, pour encaisser, et si tu veux que je te laisse un petit peu tranquille dans ta chambre, le temps de te remettre, et qu'après on discute, il n'y a pas de souci. Et là, Carla ne peut carrément pas répondre, elle est effondrée sur son lit en train de pleurer, et sa mère, elle reste à ses côtés, et au bout de 2-3 minutes, Carla arrive à reprendre un petit peu son souffle, à pouvoir s'exprimer, et elle lui explique « Écoute maman, tu sais, je t'en avais parlé brièvement, ces derniers mois, j'étais avec quelqu'un. Comme je te l'ai dit il y a quelques semaines, malheureusement, ça s'est terminé, c'est lui qui a décidé de me quitter. Et alors, ça me gêne du plus profond de mon âme de t'expliquer ça, mais les photos que tu as vues, c'est effectivement moi, ce n'est pas un montage. Sauf que ces photos, je les ai envoyées à ce garçon, donc mon ex, c'était pour lui et uniquement pour lui, personne d'autre.
parce que j'étais très amoureuse de lui et que lui m'en demandait. Mais je n'aurais jamais pensé que ces photos allaient fuiter sur internet ou encore moins être imprimées, mises dans une lettre et envoyées au nom de ma propre mère chez moi. Là, sa mère est sous le choc, elle se dit mais mon Dieu, comment est-ce qu'un humain est capable de faire ça à quelqu'un qu'il est censé avoir aimé? Et là, le premier réflexe de la mère et de Carla, c'est de prendre le téléphone, de composer le numéro de son ex et de lui demander des comptes. Le téléphone sonne et au bout de quelques secondes, son ex décroche. Et là, Carla est furieuse, elle lui dit « Gros, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Là, son ex, qui de base est un garçon assez gentil, ne comprend rien. Carla, elle ne laisse pas en placer une, et vraiment, elle lui coupe carrément la parole. Et à un moment, le mec dit « Mais Carla, s'il te plaît, explique-moi, parce que je ne comprends rien. » Et là, le téléphone est sur haut-parleur, donc la mère entend la conversation, et la mère dit à Carla « Il est en train de mentir, il est en train de te mener en bateau. » Sauf qu'au bout de 5-10 minutes, le mec ne sait toujours pas de quoi on parle. Bon, à ce moment-là, dans la conversation, il y a un doute qui s'installe, c'est est-ce que le mec fait semblant et il sait très bien de quoi Carla parle, ou alors est-ce qu'il est complètement largué et qu'il ne sait juste pas de quoi Carla est en train de parler. Au bout de 30 minutes de conversation au téléphone, à essayer de capter un petit peu ce qui se passe, le mec lui dit mais écoute, je vais pas rester au téléphone plus de 30 minutes avec toi pour qu'au final je ne sache même pas de quoi on parle, en train de m'insulter, de me crier dessus et tout pour des raisons que j'ignore. Donc dès que tu seras un petit peu plus calmé, tu me rappelles et on discute. À ce moment-là, il raccroche et Carla, elle ne veut pas en rester là, le rappelle. Le mec décroche et là, elle le laisse s'exprimer. Le gars lui dit Carla, je vais te le redire et redire encore une fois, je ne sais pas de quoi tu parles, t'es en train de m'hurler dessus, j'en ai aucune idée pourquoi, c'est quitté en bon terme, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi, explique-moi. Là, la maman de Carla lui dit écoute, parle-lui gentiment, explique ce qu'on vient de trouver dans notre boîte aux lettres. Carla explique tout ça à son ex, et lorsqu'elle lui explique, le mec n'en revient pas. Il lui dit écoute, je te promets sur ce que j'ai de plus cher, je te promets sur mes parents, sur mon chat, sur qui tu veux, sur vraiment ce que j'ai de plus cher dans ce monde, que ces photos, elles sont restées dans mon téléphone, elles n'en sont jamais sorties. Ces paroles, elles ont l'air d'être très sincères, ça met le doute à Carla et à sa mère, et là les deux femmes se disent « Ok, mais alors comment tu expliques que ces photos, peu importe que ce soit toi qui les as fait fuiter ou autre, ou une autre personne, pourquoi est-ce qu'elles sont dans notre boîte aux lettres aujourd'hui imprimées sur du papier ?» Et là, personne n'a la réponse. Absolument personne. Bon, l'histoire, elle commence à devenir un petit peu bizarre parce que le gars dit que c'est pas lui, Carla et sa mère pensent que c'est lui, donc on est un petit peu bloqué, mais vous allez voir, tout va devenir beaucoup plus glauque. La soirée continue, sa mère passe beaucoup de temps avec Carla à discuter, de lui dire bah écoute, ces photos c'est pas grave, moi je t'en veux pas d'avoir reçu des photos comme ça parce que tu restes ma fille, je suis super fier de toi, donc elle a vraiment les bons mots, et bah elle lui dit écoute, ce week-end, donc là maintenant on a prévu de partir, ton papa en amoureux, si tu veux que je reste avec toi ce week-end là, tu me dis, on annule et on reporte, y a pas de souci. Carla, elle avait quand même prévu sa soirée avec ses potes, donc elle lui dit pas de souci maman, partez, ça vous fera du bien et si jamais ça ne va pas, je t'appelle ou je t'écris et on avise. Bon, ben sa mère lui fait un gros bisou, elle prend ses affaires et elle et son père partent de la maison. On n'a pas vraiment de détails concernant la suite de la soirée, Carla nous raconte juste qu'elle va au lit et elle arrive à s'endormir au bout de quelques heures. Le lendemain, c'est le jour J, c'est le jour où Carla a prévu de faire sa grosse fête. Les invités commencent à arriver vers 19h30, 20h. La soirée commence à merveille, tout le monde s'amuse super bien, ils ont un petit apéro, il y a beaucoup de musique, lorsque tout à coup, quelqu'un toque à la porte. Carla, elle entend un tout petit peu le bruit, elle décide d'aller ouvrir, et là, à sa plus grande surprise, il n'y a personne. Bon, se dit, la personne a peut-être fait le tour par le jardin, elle est rentrée, elle s'éloigne de la porte, et là, quelqu'un retoque à la porte. Bon, à ce moment-là, Carla, elle se dit, le mec était peut-être parti, j'en sais rien, elle rouvre la porte, mais à nouveau, il n'y a personne. Elle regarde à gauche, à droite, personne, et elle jette un petit coup d'œil sur le pas de la porte, et elle voit une sorte de petite lettre. Là, elle commence un petit peu à flipper parce qu'elle se dit c'est anormal ce genre de situation. Elle prend être, elle rentre chez elle et là, elle décide d'aller s'isoler dans sa chambre pour l'ouvrir parce qu'elle a de nouveau en tête les photos que sa mère a reçues. Et là, on retrouve une lettre sur le pas de la porte à une soirée où on est censé s'amuser. J'ai pas fait beaucoup d'enquêtes dans ce domaine-là, mais ça sent pas bon. Elle ouvre gentiment la lettre et là, c'est encore pire que la veille. Elle fond en larmes parce que sur la lettre, il est écrit « Ce n'est pas ton ex, envoyez ces photos, c'est nous ». Et ces quelques mots sont accompagnés d'une photo où on arrive à distinguer des gens qui semblent être masqués. Donc apparemment, c'est ces 4 personnes qui ont envoyé les photos de Carla à sa maman. Carla, elle est en larmes, elle ne sait juste pas quoi faire, elle sait pas si elle doit aller un petit peu plomber l'ambiance de la soirée, parce que bon, il n'y a que ses potes les plus proches, mais est-ce qu'elle doit aller stopper la soirée et leur dire « Les filles, regardez ce que je viens de recevoir » et leur expliquer l'histoire, ou alors est-ce qu'elle doit faire genre de rien, mais ça va être un petit peu compliqué.
communiquer. Heureusement, c'est la première option qu'elle prend. Elle décide de descendre dans le salon, de couper la musique et dire à ses potes, les filles, venez sur le canapé, il faut que je vous parle, c'est très important. Carla leur explique tout de A à Z. Toutes ses amies sont stupéfaites, elles sont horrifiées parce qu'elles se disent, mais attends, si cette photo s'est retrouvée sur le pas de ta porte il y a 10 minutes, et que ces personnes sont venues chez toi il y a 10 minutes, ils étaient là, ils étaient dans les environs. Et peut-être qu'ils sont en train de nous regarder actuellement. Quand l'amie dit ça, Carla commence à complètement vriller, elle dit à toutes ses potes, on va fermer tous les rideaux, tous les stores, il faut que personne puisse nous voir de l'extérieur, et on va essayer de mener l'enquête, on va essayer de reconnaître qui sont ces personnes sur cette photo. Elle ferme tout, elle se regroupe au milieu du salon, et là, avec une lampe de poche, vraiment avec une loupe, elles essaient de regarder si elles voient des détails sur cette photo, mais malheureusement, au bout d'une heure de grande enquête et d'inspection, elles n'arrivent à aucune conclusion. Ces personnes sont trop bien cachées, elles sont trop bien masquées, on n'arrive pas à les reconnaître, il n'y a pas de signes qui permettent de voir quelque chose. Et malheureusement, l'enquête n'avance pas plus que ça. Assez tard dans la nuit, toutes les amies décident de rester dormir là pour accompagner Carla, pour la soutenir dans cette épreuve. Tout le monde se met dans le salon, et au bout de quelques minutes, tout le monde s'endort. À partir de ce moment-là, on n'a plus aucune nouvelle de Carla pendant plusieurs mois. Les seules news qu'on a, c'est en fait que ça n'a pas avancé plus que ça, l'enquête est restée un peu au point mort. Il n'y a pas eu de nouvelles photos qui ont été envoyées ou autres rebondissements. Et l'histoire, elle recommence lors de la nouvelle année scolaire. Carla nous raconte que dans son école, les classes ont été un petit peu mixées, donc il y a des nouvelles têtes qu'elle n'a jamais vues. Aujourd'hui, elle a un cours de sport. Bon, ça tombe bien, c'est une matière qu'elle affectionne particulièrement, et aujourd'hui, le thème de cette leçon, c'est le sport d'équipe. Le professeur constitue des équipes pour que celles-ci s'affrontent dans du football, du volleyball, etc. Et Carla nous raconte qu'elle a vraiment apprécié cette journée. Et elle nous fait même une petite confidence. Il y a un garçon qui vient d'arriver dans sa classe qui lui plaît particulièrement, en tout cas physiquement, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de lui parler, mais physiquement c'est vraiment son style. Elle a remarqué un petit tatouage sur sa cheville. Alors elle, les tatouages, c'est ce qui l'a fait craquer chez un garçon. Et elle a un peu cette sensation d'avoir des papillons dans le ventre. Et à la fin de la journée, elle rentre chez elle. Elle se pose dans son lit parce qu'elle est absolument exténuée. Elle a fait du sport toute la journée. Elle regarde dans sa table de nuit et elle retombe sur la fameuse photo sur laquelle on voit les 4 personnes masquées. Elle décide de prendre la photo, de la regarder encore une fois attentivement, malgré le fait qu'elle l'ait regardée une centaine de fois. Mais Carla va pousser un énorme cri lorsque tout à coup, elle remarque que l'un des membres semble avoir une petite tache au niveau de la cheville. Bon, pour elle, elle se fait un scénario directement dans sa tête, mais elle ne veut pas le croire. Elle regarde attentivement la photo, elle essuie pour être sûre que ce soit pas une poussière ou quoi que ce soit, mais malheureusement, il s'agit bien de quelque chose qui est sur la cheville de cette personne. Carla, elle se lève du lit, elle descend en courant les escaliers avec la photo, elle la montre à sa mère, elle lui dit « Maman, regarde, cette photo, le mec là, il a quelque chose sur la cheville. Aujourd'hui, je viens de rencontrer un garçon qui vient d'arriver dans ma classe et il a un tatouage au même endroit, donc sur la cheville, comme le mec sur cette photo. » Ni une ni deux, sa mère dit à Carla, écoute, là maintenant cette histoire elle a assez duré, elle t'a fait assez de mal, elle te met assez en danger, c'est pas ce que ce mec est capable de faire, parce que si vraiment, admettons, c'est lui qui a envoyé ces photos, alors que c'est des photos intimes, c'est quoi la suite? Elle lui dit maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le numéro de téléphone de ton enseignant pour avoir le nom de ce mec, et on va même pas chercher à le contacter, on va directement contacter la police pour porter plainte, et que l'enquête puisse avancer. Carla, elle lui dit, bah écoute, franchement, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, parce que moi j'ai envie que cette chose, ce soit du passé, ce soit derrière, et que je puisse avancer dans ma vie. Pendant plusieurs minutes, sa mère et elle cherchent le numéro de l'enseignant, elles finissent par le trouver, elles appellent celui-ci, bien qu'on soit en soirée, l'enseignant répond, heureusement, et la mère explique un petit peu la situation. L'enseignant, heureusement, comprend la gravité de la situation, il lui dit, mais bon, déjà, je suis totalement désolé de savoir que quelque chose comme ça arrive à l'une de mes étudiantes. Si je peux vous aider, ben, je vais le faire, je vais vous donner le numéro de ce garçon. Pas certain que j'ai le droit, mais je vais le faire, parce que c'est quelque chose qui me touche, le harcèlement. Et il lui dit, non, en fait, je vais pas vous donner le numéro, je vais vous donner son nom, prénom, et comme ça, ben, vous pourrez contacter la police et mener une enquête. Carla et sa mère remercient grandement l'enseignant, et à peine le téléphone avec celui-ci terminé, elle recompose le numéro, cette fois-ci de la police, et elle leur explique tout. Là, elle donne le nom-prénom du suspect, donc du mec qui est dans la classe de Carla, et les policiers disent, bah écoutez, on va mener une enquête, je vous propose de venir demain au commissariat pour témoigner un petit peu plus, pour nous dire exactement, à nous donner des indices, des éléments qui pourraient être à charge. Dès le lendemain, Carla et sa mère se rendent au commissariat. Pendant plusieurs heures, elles expliquent tout ce qu'elles savent, et le policier lui dit, bah écoutez, voilà, merci pour ces éléments, on va mener nous de notre côté une enquête, et on vous tient au courant dès qu'on a un petit peu plus d'informations. Quelques semaines plus tard, Carla reçoit un téléphone, c'est le policier qui est à l'autre bout du fil, et là, il va lui annoncer quelque chose qui va lui faire bien plaisir. Le policier lui dit, Carla, je suis
content de vous dire qu'on a mis la main sur l'individu qui est le cerveau un petit peu de tout ça. Et ce garçon, il est effectivement dans votre classe cette année, c'est celui que vous m'avez indiqué. Il a tout avoué et il a même dénoncé les 3 personnes avec qui il a mis en place tout ça. Carla, quand elle a cette nouvelle, elle se met à pleurer parce que pour elle, c'est déjà super bizarre de se dire qu'elle a trouvé ce mec attirant alors que c'est ce gars qui a envoyé les photos intimes à sa mère. En plus, ça lui fait un peu la sensation de se dire tout ça c'est enfin terminé, j'ai pu trouver les coupables, ils vont pouvoir être jugés si je porte plainte et tout ça maintenant c'est du passé, je vais pouvoir avancer dans ma vie. Et pendant l'après-midi, Carla et sa mère se rendent au commissariat et là elle décide de porter plainte contre l'ensemble des membres du groupe et tant mieux parce que tout ça va pouvoir donner lieu à un jugement. Elle nous raconte déjà dans un premier temps ils ont été exclus de l'école, ce qui paraît tout à fait normal, et pour couronner le tout, ils ont pris une peine de prison avec sursis. Ils ont également l'obligation de ne jamais contacter Carla, que ce soit par téléphone, par message, par lettre, par voix dans la rue ou peu importe, ils doivent rester à 100 mètres d'elle. Et Carla nous raconte que depuis ce jour-là, il n'y a plus jamais rien eu. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Par contre, moi ce qui me dérange un petit peu dans cette histoire, c'est que Carla nous raconte que même si aujourd'hui tout va bien, c'est quand même quelque chose qui a brisé une partie d'elle. Non seulement ça a brisé toute confiance envers un humain, parce que le fait d'envoyer des photos comme ça, ça veut dire qu'on fait extrêmement confiance à l'autre personne. Et là, cette personne l'a brisé. Alors on ne sait toujours pas si le mec était impliqué, parce que comment est-ce que ces photos ont fui d'ailleurs, et que ça a tout simplement dégradé l'estime qu'elle avait d'elle-même, parce que c'est toujours bizarre de se dire que notre mère a vu des photos de nous dans de telles positions, etc. C'était... c'est hyper malaisant, et moi c'est un peu ce qui me dérange là, c'est que ça a laissé des séquelles à Carla, et je trouve ça juste terrible. Maintenant, moi j'ai une question qui reste après cette histoire, c'est est-ce que son ex, parce que lui on l'a oublié, est-ce que son ex est impliqué dans l'histoire? Ça, on n'a pas l'info. Est-ce que c'est lui qui a transmis ses photos à ses groupes de potes pour qu'ils puissent profiter ou je ne sais quoi? Est-ce que son téléphone a été piraté et qu'au final, lui, il n'a rien à voir? On ne le sait pas, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé savoir. Mais maintenant, mes amis, c'est aussi mon rôle de vous sensibiliser face à ce sujet qu'est le harcèlement. Je ne sais pas comment on appelle exactement ça, si c'est du revenge porn, du harcèlement sexuel... Je ne sais pas, mais mes amis, s'il vous plaît, si la moindre des choses venait à vous arriver, que ce soit une photo qui fuit, des messages qui sont hyper bizarres ou quoi, s'il vous plaît, je vous recommande, parlez-en à quelqu'un, que ce soit votre professeur, votre maman, votre papa, tante, votre grand-maman, peu importe. Mais parlez-en à quelqu'un qui saura vous aider, parce que ça, je pense que la plupart des gens n'en ont pas conscience. Le harcèlement, c'est quelque chose qui peut absolument détruire quelqu'un, et quand je dis détruire, je souligne le mot, ça peut détruire quelqu'un physiquement et mentalement, surtout mentalement, et ça je pense que c'est encore même pire, mais ça peut vous bousiller la vie. Et je sais de quoi je parle, parce que moi j'ai été confronté à ça, j'ai pas été victime d'harcèlement, mais il y a des années scolaires où c'était un petit peu moins drôle, parce qu'il y a des gens qui rigolaient, parce que je faisais des vidéos sur YouTube, et à l'époque c'était un petit peu what the fuck. Aujourd'hui je suis bien content de les avoir faites ces vidéos, mais rien qu'à cette petite échelle, moi ça m'avait beaucoup touché, donc j'imagine pas si c'est des photos intimes qui fuitent, si c'est ma mère qui reçoit ce genre de photos ou quoi, ça peut juste vous bousiller. Donc s'il vous plaît, si vous êtes témoin d'une situation comme ça, ou que vous-même vous vivez quelque chose comme ça, parlez-en immédiatement, même si c'est pas facile, je le sais très bien, extrêmement malaisant, ça peut être dégradant, ça peut être ce que vous voulez, mais parlez-en à quelqu'un qui saura vous aider. Il faut agir, il faut en tout cas pas laisser ces gens qui font ce genre de choses continuer, il faut les punir comme il se doit. Et pour être très honnête, je pense que les peines qui ont été infligées dans cette vidéo sont trop basses, donc je vous en supplie, si vous voyez quelqu'un qui est victime de ça, ne faites pas la sourde oreille, ne faites pas l'aveugle, agissez, parce que vous allez probablement lui sauver la vie, et je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Voilà, c'était le petit moment sensibilisation, mais je pense que c'est aussi mon rôle de le faire, si je peux utiliser la pseudo-notoriété que j'ai sur YouTube, donc c'est 100 000 personnes qui me regardent, si je peux utiliser ça à bon escient, je le fais avec grand plaisir, et le harcèlement, pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important, et qu'on prend beaucoup trop à la légère. Moi aujourd'hui je vous propose de vous raconter l'histoire de Julien. Au moment où tout ça se passe, Julien il nous raconte qu'il est marié, qu'il a même une petite fille, que la petite famille habite dans une maison et que tout se passe à merveille. Vraiment, depuis que Julien et sa femme ont un enfant, c'est les plus heureux du monde. Il y a absolument tout qui va, il n'y a rien qui peut venir empêcher le couple et l'enfant d'être heureux, et ça c'est juste hyper agréable. Cette histoire, mes amis, elle se passe à la période des fêtes. À ce moment-là, leur petite fille a déjà 4 ans et elle se porte à merveille. Vraiment, c'est un ange, elle parle beaucoup, elle s'exprime beaucoup, et franchement, les deux amoureux ne pourraient rien demander de plus. Un fameux matin, Julien se rend au travail, là-bas il effectue absolument toutes les tâches qu'il a à faire pendant toute la journée, et à la fin de celle-ci, il rentre à la maison. Là, il retrouve sa bien-aimée ainsi que son petit ange, et la petite famille
prend le repas du soir ensemble. Et le repas, c'est le moment que la famille préfère. Vraiment, c'est là où ils sont les trois à table, où ils peuvent vraiment s'aimer, discuter, raconter des choses, etc. Et l'ambiance y est toujours incroyable. La famille, elle a une petite tradition, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, c'est à vous de me dire en commentaire, mais lorsqu'elle dîne, elle laisse la télévision allumée. Je sais que chez nous, on ne fait pas ça, je sais pas si vous le faites, dites-moi. Mais pourquoi je vous donne ces détails? Parce qu'à la télévision, ce soir-là, il passe les informations. Et Julien, normalement, il l'allume pour qu'il y ait un bruit de fond, mais là, il va un petit peu tendre l'oreille. Et oui, les informations de ce soir l'intéressent particulièrement parce qu'il nous explique qu'il suit un sport et que là, ils vont donner beaucoup d'infos sur ça. Donc entre deux sujets un petit peu glauques, comme un homme qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique, sauf que là, en entendant cette information, il remarque que l'hôpital psychiatrique dont il est question ne se situe qu'à quelques kilomètres. Bon, il n'a pas le temps de réfléchir, hop, les informations sur son sport passent, et là, c'est le plus heureux. Une fois le repas terminé, une fois la vaisselle faite, la petite famille va se mettre dans le canapé et tout le monde regarde un film. Bien évidemment, la petite fille s'endort très rapidement, les parents vont la mettre au lit et eux, ils continuent le film. À la fin de celui-ci, c'est au tour des parents d'aller se mettre dans leur lit et ils vont se coucher et ils vont passer une très bonne nuit. Le lendemain matin, la petite famille se réveille, comme à son habitude, Julien emmène sa petite fille à l'école, sa femme se prépare, elle va au travail et pendant toute la journée, tout le monde est occupé. À ce moment-là, la famille se réjouit que d'une seule chose, c'est de demain soir. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que non seulement c'est le début des vacances, mais également la fête de Noël. Qui dit fête de Noël, chez Julien, dit inviter toute la famille, que ce soit ses parents, ses oncles et tantes, etc. Et ça, il nous fait une petite confidence, il nous raconte que c'est vraiment le meilleur moment de l'année selon lui. C'est là où tout le monde peut se retrouver, généralement ils font une fête chez lui, donc ils mettent une très grande table au milieu du salon et tout le monde mange ensemble et c'est juste excellent. Eh bien, bingo, c'est ce qui va exactement se passer dans 24 heures, il faut juste temporiser un petit peu. Une fois qu'ils sont rentrés du travail, la petite famille prend le repas et là ils vont se coucher assez tôt parce que non seulement ils sont fatigués de la journée, mais également que la soirée de demain va être très longue. Donc il faut être en forme. Au bout de quelques heures, Julien est réveillé par un bruit qui semble provenir de l'extérieur de sa maison, mais il commence un petit peu plus à flipper lorsqu'il regarde à travers la fenêtre et qu'il semble entendre quelqu'un qui marche autour dans des buissons. Et lui, il arrive malheureusement pas à voir de qui il s'agit ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un parce qu'il fait absolument tout nuit. Il retourne donc se coucher et à partir de là, il n'y a plus aucun bruit. Julien passe donc une excellente nuit, le lendemain il se réveille à midi. Autant vous dire que sa femme et sa fille sont levés déjà depuis un bon petit moment, mais c'est pas grave, c'est le premier jour des vacances donc on profite. D'ailleurs, dites-moi si vous partez en vacances. Je sais qu'ici en Suisse, on a une semaine de vacances prochainement, la semaine qui vient. Donc dites-moi ça en commentaire. Pendant la journée, la petite famille se rend au centre commercial histoire de faire quelques commissions pour avoir de quoi nourrir toute la famille. Vers 15 h, ils rentrent à la maison, ils préparent le sapin, etc. Et à 18 h 30, les premiers invités arrivent chez eux. Très vite, l'ambiance incroyable de Noël s'installe au sein du domicile et c'est juste parfait. C'est la meilleure soirée dont ils peuvent rêver. Vraiment, ça leur fait trop plaisir d'accueillir tout le monde, que ce soit leurs parents, les oncles, les tantes, les cousins. Mais vous allez voir, ce qui à la base devait être la meilleure soirée de leur vie a failli se transformer en une véritable catastrophe. Vers 21 h, tout le monde s'amuse comme des petits fous, ils sont en plein repas lorsque la petite fille dit qu'elle doit aller aux toilettes. Bon, besoin naturel, il n'y a pas de souci, son père lui dit vas-y tu peux y aller, il n'y a pas de problème. La petite y va, mais au bout de quelques minutes, son père s'interroge. Il dit mais ça fait quand même quelques minutes qu'elle est aux toilettes, peut-être qu'elle est malade, je ne sais pas, mais si vraiment dans quelques minutes elle ne revient pas, je vais aller voir. Mais c'est que au bout de quelques secondes qu'il voit la petite fille qui revient à table et tout va bien. Au lieu d'aller s'asseoir à sa place, la petite fille se rend vers sa mère et lui dit quelque chose à l'oreille. Julien regarde un petit peu ce qui se passe du coin de l'œil et il voit que lorsque la fille dit quelque chose à sa mère, la mère change de visage. C'est comme si elle avait un visage un peu paniqué et là, elle essaye de retenir un petit peu ses émotions et elle ne dit rien. La petite fille, elle, est toute souriante, elle est super contente, elle retourne à sa place et la soirée continue. Mais Julien, lui, il remarque très bien que sa femme, elle n'est pas bien du tout. Il décide de la prendre à part et de lui poser une petite question et de lui demander tout simplement qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose de bizarre à l'oreille? Et là sa femme dit non c'est bon, c'est juste que j'ai eu un souvenir un peu de mon passé qui voilà m'a un petit peu traumatisé et ça s'était passé à Noël donc voilà, c'est juste un petit coup de mou, ça va revenir, il n'y a pas de souci et on peut continuer de profiter. Bon, Julien il comprend, il lui dit écoute, tu me dis si ça va pas et moi je peux t'aider. En tout cas je suis là pour toi. Les deux amoureux retournent à table et tout se passe bien. Une heure plus tard, la petite fille retourne aux toilettes et lorsqu'elle revient, ce qu'elle va dire va perturber l'ensemble de la soirée. Elle se ramène dans le salon et là il dit « Papa, il y a quelqu'un dans les toilettes. » Julien, au début, il prend ça pour de la rigolade, il rigole un petit peu avec tout le monde parce que tout le monde se met à rire, ils se disent « Mais non, c'est quoi, c'est un monstre? C'est quelqu'un qui est caché ou... » Et là, la petite fille lui dit « Mais non, il y a vraiment quelqu'un, il a des habits un petit peu sales, il sent pas très bon, il a l'air un peu en colère et surtout, c'est le détail qui va faire bouger Julien.
Elle dit « On dirait qu'il a un très grand bâton dans sa poche arrière ». Au moment où elle donne ce détail, Julien se lève et il essaye de poser 2-3 questions à la fille. Il lui dit « Mais est-ce que tu es en train d'inventer? Est-ce que c'est réellement la vérité ?» Et après quelques phrases de la fille, il comprend très vite qu'il y a quand même des fortes probabilités qu'il y ait quelqu'un qui soit caché dans les toilettes. Il dit à la petite fille « Va dans le salon ». Et là, Julien dit à son frère « Gros, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu viennes avec moi dans les toilettes pour qu'on puisse vérifier s'il y a quelqu'un qui se cache. » Son frère, évidemment, se lève et c'est pas le seul, c'est le deuxième frère également. Donc là, maintenant, ils sont 3 frères à aller fouiller les toilettes. Ils s'approchent de la porte et là, ils se disent « On va défoncer la porte et on regarde ce qui se passe. » C'est exactement ce qu'ils font. Julien ouvre violemment la porte des toilettes et là, il n'y a personne. Par contre, il y a un détail qui ne va pas leur échapper, qui va leur faire froid dans le dos. C'est que par terre, il y a des empreintes et que la fenêtre qui donne sur l'extérieur est ouverte. Là, le sang des 3 garçons se glace. Ils se disent mais personne d'autre que la petite fille, donc la fille de Julien, s'est rendue aux toilettes durant la soirée. Ils ont vérifié avant que les invités arrivent que tout soit propre, donc c'est pas possible que cette trace de pas date de hier. Et là, ils comprennent très vite, tous ensemble, que lorsque la petite fille était dans les toilettes, probablement que quelqu'un était là, mais qui? Ça, on ne le sait pas. Bon, là, l'ambiance de la soirée change radicalement parce que Julien, il se dit, mais qui est ce mec? Quelles étaient ses intentions? Pourquoi est-ce qu'il ne s'en est pas pris à ma fille? Ou du moins, est-ce qu'il n'a rien fait? Parce que peut-être qu'il lui a fait quelque chose, mais ma fille n'a rien dit. Peut-être qu'il l'a menacé, peut-être qu'il va revenir. On n'en a aucune idée. Là, Julien prend la décision de retourner avec ses frères dans le salon et d'annoncer ce qu'ils viennent de voir à tout le monde. Ils disent, voilà, écoutez, je pense que la soirée va changer un petit peu. On va faire très attention, on va verrouiller toutes les issues, on va fermer tous les volets, tous les stores, tous les rideaux, parce qu'il y a une personne qui est entrée chez nous par effraction. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il voulait. Là, Julien demande à sa petite fille de l'accompagner dans sa chambre pour qu'il puisse lui poser quelques questions. Et les éléments que la petite fille va pouvoir apporter vont terroriser Julien. Son père lui demande, mais est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce que tu as vu sur cet homme, comment il était physiquement, enfin quel visage il avait, est-ce qu'il avait des cheveux, est-ce qu'il avait des habits, quelle couleur étaient ses chaussures, enfin dis-moi ce que tu as vu. Et là il va faire quelque chose de très intelligent, il va lui donner une feuille de papier, un stylo, des couleurs, et il va lui demander tout simplement de dessiner cet homme. Alors évidemment elle a 5 ans, ça va pas être une œuvre d'art, mais on dit souvent que les enfants s'attardent sur des détails qu'un adulte ne verrait pas forcément. Et c'est exactement ce qui va se passer et qui va aider à résoudre cette situation. Pendant quelques minutes, Julien regarde attentivement sa fille qui est en train de dessiner l'homme, et là, elle est en train de dessiner une sorte de lunette. Et en plus de ça, les cheveux, elle les dessine en triangle. Là, Julien a un énorme flashback, il sort de la chambre, il appelle sa femme, il lui dit « Chérie, est-ce que tu peux juste monter? J'aimerais juste te poser une question. » Celle-ci les rejoint, et là, Julien lui dit « Mais tu sais, l'autre jour, quand on était en train de manger, on regardait la télévision, et moi j'attendais les informations sur mon sport, et avant, ils ont indiqué qu'un homme d'âge moyen s'est échappé d'un hôpital psychiatrique de la région. Et est-ce que tu te souviens du visage de cet homme? Parce que moi, je suis sûr qu'il avait une coupe un petit peu en mode une crête. Sa femme lui dit oui, il me semble. Alors moi, j'ai pas vraiment vu, j'ai juste tourné la tête, j'ai vu qu'il y avait le visage, mais il est apparu 2 secondes. Pour le peu que je m'en souviens, effectivement, il avait des lunettes. Pour les cheveux, je sais que c'était une coupe assez chelou, mais je pourrais pas t'affirmer que c'est une crête. Julien lui montre le dessin de sa fille et il lui dit, selon elle, c'est l'homme qu'elle a croisé dans les toilettes. Les deux se regardent, ils commencent à se décomposer et ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on appelle la police pour qu'ils viennent avec quelqu'un pour mener l'enquête? Julien a dit, je pense oui, c'est la meilleure des choses à faire parce que si vraiment cet homme s'est retrouvé dans les toilettes chez nous et qu'il y avait notre petite fille avec, le mec, il faut l'arrêter immédiatement parce que qui nous dit qu'il ne va pas s'infiltrer chez quelqu'un d'autre et peut-être faire quelque chose de pire, par exemple, tuer quelqu'un ou peu importe. Là, Julien redemande à sa fille, mais chérie, est-ce que tu es sûre que cet homme était bien avec toi dans les toilettes? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu as inventé? Est-ce que c'est pas un monstre que tu as vu dans tes rêves ou dans tes cauchemars? Et là, la fille dit non, il était vraiment là et il m'a même demandé de ne rien dire. Bon, là, Julien prend la décision, il prend son téléphone, il appelle une patrouille de police pour qu'il puisse envoyer des officiers pour les aider et surtout les protéger. Et en plus, pour les avertir qu'il y a probablement une personne qui s'est échappée d'un hôpital psychiatrique qui est en liberté et qui est potentiellement dangereux. Surtout qu'à la télévision, comme il le décrivait, ça avait pas l'air d'être le mec super sympa et à qui on peut vraiment faire confiance. Alors bien évidemment, le commissariat prend la chose très au sérieux, elle envoie très vite une patrouille au domicile de Julien, de sa femme et de sa petite fille. Il nous raconte qu'ils arrivent assez rapidement à mettre la main sur cet homme. Oui, parce qu'il y a eu une patrouille qui est arrivée chez Julien, mais il y en a plusieurs qui sont allés dans le quartier. Et effectivement, l'une des patrouilles a retrouvé cet homme dans le jardin d'une maison dans lequel il n'avait absolument pas le droit d'être. Ils ont pu l'interpeller
l'observer et le prendre en charge. Mais il y a un détail, on ne sait toujours pas pourquoi, mais cet homme, dans sa poche, avait pas un bâton, comme décrivait la fille, mais un très grand couteau de cuisine. Alors, on ne sait pas où il l'a trouvé, on ne sait pas pourquoi il avait ça, et on ne sait pas ce qu'il voulait en faire. Mais bon, j'ai envie de dire, mieux vaut ne pas savoir. Par contre, selon le profil psychologique de la personne, c'est pas impossible qu'il s'en serve pour faire du mal à quelqu'un. Parce que oui, par le passé, il a déjà été condamné à de multiples reprises pour agression sur personne. Et généralement, c'était à l'arme blanche, donc là, un grand couteau de cuisine, voilà, je vais pas vous faire un dessin. Mais maintenant, imaginez-vous la situation. Vous êtes dans une fête de Noël avec votre famille, vous avez votre petite fille qui revient des toilettes et qui vous dit « Hé papa, il y a quelqu'un qui est caché, il a de bâton / arme dans sa poche et il m'a dit de ne rien dire. » Imaginez-vous à quel point vous êtes terrorisé. Et là, maintenant, vous vous posez peut-être une question. Qu'est-ce que la fille a dit à l'oreille de sa mère ? Eh bien, sa mère se sent très coupable aujourd'hui parce qu'en fait, la première fois que sa fille lui a dit quelque chose à l'oreille dans la soirée, elle lui a dit « L'homme dans les toilettes m'a dit de ne pas te dire ». Et elle n'a pas compris, c'est pour ça qu'elle était super mal, elle ne savait pas si elle devait aller voir dans les toilettes, elle ne savait pas si elle devait lui en parler ou quoi. Personnellement, je pense qu'elle aurait dû immédiatement en parler à Julien pour qu'il puisse aller voir direct dans les toilettes. Parce que le problème, c'est que sa petite fille est retournée une deuxième fois, et là, il aurait pu se passer des choses très très graves. Et vous connaissez, les enfants, ils sont super innocents, pour elle, c'était pas une personne dangereuse, c'était limite un ami. Donc bref, cette situation est super bizarre, heureusement qu'il ne s'est rien passé de grave, heureusement que la petite fille est en bonne santé aujourd'hui, qu'elle n'a rien eu, et que la police a pu mettre la main sur ce potentiellement dangereux personnage. Tout est bien, qui finit bien, c'est ce qu'on aime pour la fin des threads d'horreur. Je vous avoue que les dernières histoires sur la chaîne étaient un petit peu glauques. Là, on reprend des histoires qui se finissent bien et c'est pas plus mal.